Dans un endroit désolé, Rick est projeté à plusieurs mètres sur le sol pendant un combat et il est sérieusement préoccupé par la possibilité de mourir. À ce moment-là, ses mentors émergent de la fumée et, plutôt que de lui administrer les premiers soins, ils le félicitent pour ses améliorations au cours des 2 dernières années d'entraînement. Ils disent qu'il ne devrait avoir aucun problème avec les examens de rang E pour les aventuriers désormais. Les éloges sont agréables, mais il a toujours besoin d'attention médicale. Normalement, les aventuriers dans ce monde sont tous jeunes à cause de la pression physique qu'ils subissent, mais il y a encore quelques adultes qui ne renoncent jamais à leurs rêves. C'est pourquoi Rick essaie toujours de passer l'examen d'entrée. Il se rend au guichet de la réception et demande son ticket d'examen, mais pendant que la réceptionniste confirme ses détails, elle le reconnaît et lui rappelle avec excitation qu'ils se connaissaient auparavant. Rick ne la reconnaît pas au début, mais il se rappelle bientôt qu'il l'a vue pour la dernière fois il y a 2 ans. Ils étaient collègues et elle était vraiment choquée quand Rick a démissionné de son poste sans prévenir, et encore plus quand elle a appris qu'il avait quitté son travail pour devenir aventurier. Rick est un peu embarrassé, car les personnes de son âge, dans la trentaine, ne postulent généralement pas pour devenir aventurier. Normalement, on commence au ranger dans son adolescence et on monte au rang en 1 an ou 2. La réceptionniste demande ce que Rick a fait ces 2 dernières années, car elle n'a pas eu de nouvelles de lui. Rick explique qu'il était à peu près enfermé dans les montagnes tout le temps pour s'entraîner avec ses mentors. À ce moment-là, le buveur habituel de la guilde se rend au comptoir et commence à flirter avec la réceptionniste. Lorsqu'elle refuse, car elle travaille évidemment encore, le type ne veut pas accepter un non comme réponse et commence à se montrer un peu agressif. C'est alors que Rick décide d'intervenir, il tire le gars de côté et lui donne un coup léger à l'estomac, suffisamment fort pour le mettre KO instantanément. La réceptionniste s'excuse pour l'inconvénient causé par l'homme ivre, mais Rick dit que ce n'est rien, puisqu'il travaillait aussi comme réceptionniste et il ne comprend toujours pas pourquoi la guilde pense que c'est une bonne idée de servir de l'alcool ici. Après avoir reçu son numéro d'examen, Rick se dirige à l'extérieur où une servante nommée Rhéanette le salue. Elle lui demande s'il a terminé son inscription et Rick confirme, la remerciant d'avoir attendu pour lui. En disant cela, il regarde fixement la poitrine généreuse de Rhéanette. Elle le réprimande pour cela, alors Rick essaie de changer de sujet et de parler de son excitation pour l'examen. À l'intérieur, les autres aventuriers sont choqués par l'empreinte de main laissée sur l'armure de l'homme ivre, car cette armure était faite d'acier dense, donc celui qui a fait cela doit être sérieusement fort. 2 gars entre eux reconnaissent l'homme ivre d'une affiche de recherche qu'ils ont vue il y a quelque temps. Son nom est Donroux et il est un ancien aventurier de rang à rechercher pour 30 agressions. La réceptionniste sait que c'est Rick qui a fait cela, mais s'il a vraiment pu abattre un aventurier de rang A, alors il est peut-être surqualifié. Pendant ce temps, Rick passe un examen médical et sa taille est mesurée à environ 1,74 mètres. Les médecins sont surpris que Rick passe ce test alors qu'il a déjà 32 ans. Après cela, tous les candidats sont conduits dans la salle suivante où ils doivent placer leurs mains sur la boule de cristal pour mesurer leur mana. La boule s'illuminera en fonction du niveau de mana d'une personne. Les autres touchent la boule et obtiennent des résultats variés, le plus élevé étant un C, mais quand c'est au tour de Rick, la boule s'illumine à peine. L'examinateur donne à Rick un F pour son test de mana. Les autres candidats commencent à se moquer de Rick pour son faible score en mana lorsqu'il quitte la salle, mais une fois que l'examinateur appelle le prochain candidat, la boule éclate spontanément. Le test suivant mesure les capacités offensives des candidats, et ils sont invités à frapper la tige verte aussi fort qu'ils peuvent. C'est un sac de slim spécial qui peut absorber beaucoup d'impact, donc ils n'ont pas à s'inquiéter de l'endommager. Rick se souvient de s'être entraîné avec le sac de slim une fois et à l'époque, l'un de ses mentors lui avait dit qu'il devait être capable de détruire un sac de slim doré avec seulement ses poings. Rick ne pensait pas que c'était possible puisque le sac de slim doré est aussi dur qu'un croc de dragon, mais son mentor lui a dit que c'était le minimum à faire s'il voulait devenir aventurier. Et puisque son mentor pouvait détruire un sac de slim doré sans effort avec un seul coup de poing, Rick est devenu motivé à s'entraîner jusqu'à le briser, même s'il devait le frapper 50 000 fois par jour. Il détestait cet entraînement, mais de retour au présent, les candidats commencent à se mettre en ligne pour frapper le sac de toute leur force. Après que le premier candidat l'a frappé, le prochain appelé est le deuxième fils de la famille d'Yarnui, et il est réputé que sa magie est aussi puissante que celle d'un aventurier de rang C, bien qu'il n'ait que 11 ans. Le garçon commence par lancer un sort de flamme infernale, et tout le monde est surpris, y compris Rick, bien que surpris parce que le sort est si petit. La boule de feu est lancée et touche la cible, et les juges sont en fait impressionnés par la puissance du garçon. Rick est encore plus surpris puisque les boules de feu que son professeur de magie lui lançait étaient beaucoup plus mortelles que ce que ce garçon venait d'utiliser. Naturellement, Rick suppose que la boule de feu du garçon doit être aussi puissante que celle de son professeur, mais peut-être que le garçon l'a réduite pour ne pas détruire le bâtiment. Alors que l'examen de puissance des attaques continue, c'est finalement le tour de Rick. Mais alors qu'il s'avance vers le sac de Slim, l'examinateur l'interpelle et lui demande s'il a vraiment plus de 30 ans. Rick répond oui, alors l'examinateur lui dit qu'il est trop vieux pour faire ce genre de choses.
L'entraînement ne donne généralement pas beaucoup de résultats à moins qu'il ne soit commencé très tôt dans la vie, et avec le mauvais score de Rick à l'examen de mana, il devrait abandonner avant de se ridiculiser. Rick sait que les gens le jugent pour être trop vieux, et il a vraiment envie d'abandonner, mais il a travaillé trop dur pour arriver à ce point, frappant des sacs de slim jusqu'à ce que ses jointures soient rouges de sang, et il a continué à frapper. Toute cette douleur doit compter pour quelque chose, alors même s'il est désavantagé par son âge, il va donner tout ce qu'il a dans le bide. Rick enroule son poing et lorsqu'il frappe le sac, il éclate partout et traverse le mur, laissant tout le monde choqué, y compris Rick, car il ne s'attendait pas à ce que le sac soit si faible. Le garçon ne peut pas croire ce qu'il vient de voir et il est frustré par le succès de Rick puisque c'était censé être sa scène pour briller. Mais il peut accepter de perdre contre Rick pour le moment, car sa spécialité est vraiment la magie défensive, alors il s'assurera de surpasser Rick au prochain test. Cependant, lorsque le test suivant commence, le garçon reste sans voix en voyant que Rick a encaissé un sort de nature de 4e ordre sans problème. L'examinateur complimente Rick pour être assez compétent pour bloquer ses attaques et Rick apprécie cela plus qu'il fait de son mieux. L'instructeur ne pense pas que Rick donne vraiment tout ce qu'il a, car il n'utilise qu'un sort de premier ordre pour se défendre jusqu'à présent. Il conseille donc à Rick d'utiliser un niveau supérieur de magie défensive à partir de maintenant. Cependant, Rick l'informe qu'il ne sait en fait utiliser que des sorts de premier ordre, donc il fait vraiment de son mieux. L'examinateur ne peut pas croire que Rick ne peut utiliser que des sorts de premier ordre, car il a un contrôle si précis sur son mana. Mais Rick l'assure qu'il n'y aura pas de problème, car d'après ce qu'il a vu jusqu'à présent, ces sorts de premier ordre devraient suffire à gérer tout ce que l'examinateur peut lui lancer. L'examinateur prend cela comme une insulte personnelle, alors il se prépare à utiliser un sort de 5e ordre pour montrer à Rick qu'il ne devrait pas le prendre à la légère. Il lance le sort et déclenche un cyclone de choc, une onde de choc massive résonne à travers le royaume si loin qu'un chevalier de l'autre côté de la ville peut l'entendre. Quelques minutes plus tard, Sylvester arrive au centre d'examen pour comprendre ce qui se passe. On l'informe qu'un aventurier de rang F a réussi à détruire complètement un sac de slim à main nue et à bloquer parfaitement un sort de 5e ordre en utilisant seulement la magie de défense de base. Sylvester pense qu'on lui fait une farce, mais la personne est sérieuse à propos de tout ce qu'elle vient de lui dire. Actuellement, Rick est occupé à passer la partie écrite de l'examen et il semble confiant dans ses connaissances pour celle-ci. Après la fin de l'examen, Rick prend une pause avec Rhianette, qui lui demande comment s'est passée la partie écrite. Rick répond avec confiance qu'il est sûr d'obtenir 100% à l'épreuve écrite. Après tout, il a passé 14 ans à travailler comme réceptionniste pour la guilde, donc il ne peut pas échouer. Cependant, il n'est toujours pas sûr que ses scores globaux soient suffisants pour réussir l'examen. Rhianette demande à Rick s'il est inquiet pour ses scores aux examens pratiques, mais il pense avoir bien réussi dans toutes les catégories. Toutefois, il a quand même obtenu un F à son examen de mana, donc il ne sait pas comment cela affectera ses chances de réussite. Rhianette assure Rick qu'il devrait être bien après tout l'entraînement qu'il a fait pour préparer cet examen. Mais, quelques instants plus tard, le garçon de tout à l'heure vient voir Rick et lui crie dessus pour avoir trop bien réussi les tests. Rick ne sait pas de quoi il s'agit, donc il suppose que le garçon, Fried, s'est perdu ou quelque chose du genre, alors il lui propose de l'aider. Fried est contrarié parce que c'était censé être le jour où il montrerait ses compétences exceptionnelles à tous les paysans, mais Rick l'a surpassé, donc il pleure maintenant. Rick essaie de dire à Fried qu'il n'avait pas l'intention de lui voler la vedette, mais la sœur de Fried arrive déjà et, en voyant son petit frère pleurer, commence immédiatement à crier sur Rick. Rick demande si elle est parente de Fried, alors elle se présente comme Angelica Diermui. Fried ne perd pas de temps à dire que cet homme de 40 ans a gâché sa journée. Rick est offensé et dit qu'il n'a que 30 ans, mais Angelica et Fried continuent de l'appeler un homme de 40 ans. Finalement, Angelica jette son gant à Rick pour le défier en duel, et Rick ne réalise pas que c'est un défi, donc il ramasse le gant parce qu'il ne veut pas qu'il soit taché. Malheureusement, selon les coutumes nobles, ramasser ce gant est une déclaration d'intention de se battre, donc Angelica fixe joyeusement un lieu pour commencer le combat. Elle dit qu'elle prendra grand plaisir à punir Rick pour le crime d'avoir fait pleurer son frère, mais s'ils doivent le faire, ils doivent suivre les règles. Les duels dans le royaume de Philim permettent au vainqueur de fixer une pénalité pour le perdant s'il gagne. Elle fixe une pénalité disant que le perdant devra servir le vainqueur pour le reste de sa vie. Angelica est apparemment un chevalier royal de seconde classe, mais Rick ne sait pas à quel point un chevalier de seconde classe est censé être fort, alors Rhianette lui donne un contexte et explique qu'un chevalier de seconde classe serait autour du rang B. Rick commence à paniquer parce qu'il sait que les aventuriers de rang B sont capables de vaincre de grands monstres seuls, mais Rhianette ne pense pas que ce soit un gros problème et demande à Rick de se retenir pour ne pas finir par la tuer. Rick ne peut pas imaginer se retenir contre quelqu'un de rang B alors qu'il est encore de rang F, car il n'a toujours pas de contexte pour savoir à quel point il est vraiment fort. Rhianette lui dit donc de simplement avoir foi en tout l'entraînement qu'il a fait pendant les 2 dernières années. Tout à coup, tous les moments d'entraînement traumatisants qu'il a dû traverser lui reviennent en mémoire, donc il finit par vomir. Rick maudit Rhianette de l'avoir fait revivre une telle torture,
mais elle lui rappelle que s'il a pu survivre à tout ça, il ne devrait pas avoir de problème à affronter Angelica. Après tout, il est membre de la plus forte équipe du continent, donc il devrait avoir un peu plus de foi en lui-même. Rick réalise qu'elle a raison, donc il se lève pour affronter Angelica sans peur. Il n'est toujours pas sûr de la façon dont son niveau actuel de force va tenir face à un chevalier de seconde classe, mais il est trop tard pour s'en inquiéter maintenant. Angelica est convaincue qu'elle est beaucoup plus forte que Rick, alors elle promet de se retenir pour qu'il ne meure pas et commence à charger son attaque. Elle utilise ensuite une technique de pas éclair pour se précipiter devant Rick juste pour lui montrer à quelle vitesse elle est. Sa vitesse lui a valu le titre d'Angelica l'étincelle et Rick est certainement surpris, mais pas pour la raison qu'elle pense. Angelica dit qu'elle va maintenant l'achever avec sa prochaine attaque, alors elle utilise à nouveau le pas éclair, mais en s'approchant de Rick, il n'en croit pas ses yeux car Angelica bouge si lentement. Les échelles de puissance devaient être très exagérées si elle pensait qu'elle méritait le titre d'Angelica l'étincelle car elle bouge plus lentement que sa vitesse de course normale. Rick esquive facilement son coup et Angelica n'en revient pas car il devrait être impossible pour un aventurier de rang F de suivre sa vitesse. En fait, seuls les premiers chevaliers de classe ont déjà réussi à réagir à sa vitesse, donc elle rationalise en disant que Rick a juste eu de la chance, mais elle ne laissera pas cela se reproduire. Elle utilise à nouveau le pas éclair, mais aux yeux de Rick, elle bouge toujours très lentement, alors il se demande comment elle a pu atteindre le rang B comme ça. Il commence à réaliser qu'il pourrait en fait être assez fort, mais juste au moment où il se prépare à esquiver l'attaque d'Angelica, elle trébuche sur une pierre et libère brièvement une attaque verticale imprévisible. Rick ne peut prédire aucun des coups, donc il a du mal à esquiver et au moment où Angelica finit par s'arrêter, il ne pense plus pouvoir se dire fort car il était complètement impréparé pour cette attaque. Cependant, Angelica ne l'était pas non plus car elle n'avait rien planifié de tout cela. Elle essaie de garder son calme et dit à Rick qu'elle est impressionnée qu'il ait réussi à esquiver sa dernière attaque parce qu'elle avait totalement prévu cela, mais cela signifie juste qu'elle devra aller encore plus vite pour le submerger. Elle utilise sa technique spéciale qui lui permet de se déplacer 3 fois plus vite que la normale, mais même si elle est 3 fois plus rapide, elle est encore assez lente pour Rick. Cependant, il choisit de ne pas attaquer imprudemment car il ne sait pas quel tour elle pourrait avoir dans sa manche, donc il esquive à la place et Angelica est stupéfaite que Rick puisse toujours la suivre. Elle ne peut utiliser cette technique que 2 fois de plus avant de manquer d'énergie, alors elle donne tout ce qu'elle a pour une dernière attaque désespérée. Cependant, elle trébuche encore une fois, alors Rick essaie de l'intercepter avec un coup de poing et finit par créer un trou dans le sol. Angelica réalise qu'elle serait morte d'un coup comme ça s'il avait frappé, donc elle a peur de Rick et se demande qui il est vraiment. Rick dit juste qu'il est un ancien réceptionniste devenu aventurier. Il est impatient de continuer à se battre avec Angelica, alors il sort du trou pour l'affronter à nouveau, mais Angelica se rend immédiatement pour ne pas finir tuée. Rick ne comprend pas pourquoi elle abandonne, mais sa reddition fait de lui le vainqueur et, selon la pénalité fixée par Angelica, elle doit maintenant le servir pour le reste de sa vie. Angelica avait complètement oublié cette pénalité, donc elle fait la seule chose à laquelle elle peut penser et s'enfuit. Rick ne se soucie pas vraiment du pari, donc il ne la poursuit pas et les résultats de l'examen vont bientôt sortir, alors il doit retourner vérifier s'il a réussi. C'est à ce moment que Rhéanette dit à Rick que le reste de ses mentors viendra vérifier sur lui et Rick commence à paniquer parce que leur présence signifie toujours des ennuis. Selon la légende, vaincre le monstre ultime Kaiser Alsapieto permettrait d'obtenir les archives akashiques qui exaucent tous les souhaits, en gros, leur Dragon Ball. Malheureusement, personne n'a encore réussi, mais l'auteur espère que de futurs aventuriers réussiront là où ils ont échoué. L'un de ses espoirs est Rick, qui a lu la légende dans un livre lorsqu'il était enfant. De retour au présent, la première étape des examens de promotion au rang E est terminée et les résultats sont sur le point d'être annoncés. Ils enverront du mana au ticket d'examen et si leur ticket brille en bleu, ils y réussissent. La deuxième étape commencera demain sous la forme d'une bataille simulée. Après les paroles de l'instructeur, Rick laisse échapper un soupir et fixe intensément sa carte. À côté de lui, Rhéanette le rassure en lui disant qu'il réussira. Rick sourit en gratitude pour ses paroles gentilles. Cependant, les mots de Rhéanette envoient un frisson dans son dos. S'il ne réussit pas, ils le formeront 3 fois plus dur. Peu après, la carte de Rick clignote pendant que les résultats se chargent. Avec une respiration retenue, Rick attend nerveusement que ça se termine. Heureusement, cela se termine bientôt et la carte brille en bleu. Rick la montre joyeusement à Rhéanette qui le félicite. Avec sa nervosité disparue, il quitte la salle mais une odeur nauséabonde assaille soudainement le nez de Rick. Un blond s'approche d'eux et commence à flirter avec Rhéanette. Il se présente comme le fils aîné de la maison du duc d'Yarmui. Son introduction longue et ennuyeuse agace Rick qui décide de simplement l'appeler Norty. Il essaie de se présenter à Raster mais celui-ci le rejette, préférant se concentrer sur son flirt avec Rhéanette. Ses phrases de drague sont si ringardes et minables qu'il doit les avoir apprises sur Reddit. Raster attrape même la main de Rhéanette et commence à la caresser. Il lui propose même d'être sa deuxième femme. Rick vient à son secours et se glisse entre eux. Il explique que Rhéanette est sa petite amie et exhorte Raster à reculer.
Raster remarque la carte d'examen de Rick et rit. Il commence à le dénigrer pour être un rang F malgré son âge avancé. En fait, Raster se vante d'avoir déjà été rang E à l'âge de 14 ans. Actuellement, il est de rang A et est en fait un examinateur pour la deuxième étape des examens. Raster chasse Rick et invite Rhianette à dîner, mais celle-ci refuse et serre même le bras de Rick. Elle critique également le parfum fort de Raster. Il doit avoir utilisé ce déodorant partout sur lui. Se sentant plutôt insulté, Raster avertit Rick de faire attention s'il devient son examinateur et s'éloigne avec audace. Après son départ, Rick s'éloigne du bras de Rhianette et s'excuse d'avoir prétendu être son petit ami. Rhianette sourit et admet que cela l'a en fait rendue heureuse. Rick l'avait sauvée d'ennui, donc elle lui est très reconnaissante. Plus tard dans la nuit, Raster est à dîner et est toujours énervé en pensant à Rick. Il était tellement en colère qu'il a claqué son verre sur la table, le cassant. Ses frères et sœurs arrivent ensuite et s'accrochent instantanément à ses jambes en pleurant. Il s'agissait de Fried et Angelica. Il commence à raconter à Raster comment un homme d'âge moyen les a intimidés. Raster est stupéfait que quelqu'un ait fait pleurer ses adorables frères et sœurs. Cependant, la description lui fait immédiatement penser à l'homme qu'il a rencontré plus tôt, Rick. Après avoir demandé plus de détails à ses frères et sœurs concernant l'identité de l'homme, il sourit méchamment. Le lendemain, Rick est très nerveux à propos de son examen. Si Raster devait être son examinateur, il le rendrait sûrement plus difficile que nécessaire. Heureusement, une autre personne s'approche bientôt d'eux et se présente, il s'agit de Lynx Loroth, celui en charge du deuxième examen de Rick. Rick se réjouit car ce n'est pas Raster, mais Lynx est en réalité un fan de Rick. Lynx est tellement impressionné par la détermination de Rick à devenir aventurier malgré ses 32 ans. En tant qu'homme d'âge moyen lui-même, il est motivé en regardant Rick. Il partage même comment il est devenu aventurier à 24 ans. En fait, Lynx espère encore atteindre le rang A malgré ses 40 ans passés. Cela lui a pris 20 ans pour atteindre le rang B, mais il n'a pas abandonné. Les deux vieux reconnaissent la passion de l'autre et se serrent la main. À leur insu, une autre personne les observe depuis le couloir en souriant méchamment. Plus tard, Lynx se dirige vers sa salle de classe quand quelqu'un l'appelle. C'était Raster. Raster l'appelle troisième choix et sourit diaboliquement. Pendant ce temps, Rick est dans la salle d'attente avec les autres candidats. Il est si heureux qu'il fredonne pour lui-même. Malheureusement, sa tranquillité est brisée lorsqu'un membre du personnel entre et annonce que l'examinateur Lynx Loroth est soudainement tombé malade. Ainsi, tous ses examens seront gérés par Raster Diarmui. Rick est tellement surpris qu'il crache sa boisson. Rhianette devine que, puisque Raster est un Diarmui, il est probablement aussi lié à Fried et Angelica avec qui ils ont eu un conflit hier. Rick entend même les autres candidats bavarder à propos de leur nouvel instructeur. Raster est devenu de rang A à 17 ans et est surnommé l'homme aux 1000 sorts. Mais, de manière infâme, il est aussi connu sous un autre nom, le broyeur de rang F. Il est un instructeur qui prend un plaisir particulier à tourmenter les participants qui attirent son attention. Rick a de plus en plus l'air malade en entendant ces rumeurs. Dans l'arène, un Raster agacé pratique déjà ses sorts. Il utilise la magie de la quatrième nature pour envoyer des blocs de glace, remplissant tout le champ de débris de l'impact. Derrière lui, un vieil homme en costume l'appelle, c'était un de ses gardes d'élite. Pendant ce temps, Rick continue de faire les 100 pas frénétiquement dans le couloir, se demandant ce qu'il va faire car il est certain que le rang à Raster ne le laissera pas passer l'examen. Il dit à Rhianette qu'il est tellement effrayé qu'il veut s'enfuir et rentrer chez lui. Mais s'il le fait, son maître triplera son entraînement et cela le mènera à une toute autre expérience de l'enfer. Rhianette dit à cet enfant immature de ne pas se laisser ébranler par ce que les autres disent de lui et de se concentrer plutôt sur le côté positif. Elle pense que les critiques des gens peuvent aussi être utilisées pour gagner en confiance. Elle-même croit en les capacités de son ami et reconnaît sa force même si Rick lui-même a abandonné. Rhianette met sa confiance en lui et est certaine qu'il réussira l'examen. En jugeant par les combats qu'il a déjà menés, elle l'assure qu'il vaincra Raster, le gars au mauvais parfum. Rhianette révèle que depuis le jour où Rick a choisi de devenir aventurier et de quitter son travail de réceptionniste de guilde, elle a toujours cru en lui. Elle a placé sa confiance en lui et croyait qu'il réussirait à atteindre son objectif. Alors, Rhianette se lève et dit à Rick de croire en elle, car de cette manière, il pourra croire en lui-même. Le discours motivant de Rhianette redonne confiance à Rick, alors il la remercie d'avoir toujours été là pour le soutenir. Sortant de nulle part, un jeune garçon en cape mystérieuse apparaît devant Rick et exige l'attention de Rick et Rhianette. Il leur demande si l'un d'entre eux participe à l'examen en cours. Fier, Rick annonce qu'il est le candidat. Le garçon en cape lui demande s'il rencontre des difficultés à cause de son âge avancé. Avant que Rick ne puisse répondre, le garçon se proclame voyant et propose de prédire l'avenir de Rick. Rick trouve cela sceptique, alors le garçon promet que rien de suspect ne se passe et offre de lui dire sa première prédiction gratuitement. Puisque la première prédiction est gratuite, Rick décide d'essayer même s'il ne croit pas en ce genre de choses. Le garçon lui dit de s'asseoir pour la session de voyance. Sans se méfier, Rick prend place, mais dès qu'il s'assoit, un cercle magique apparaît et le téléporte loin. Avec Rick parti, le garçon en cape se révèle être Fried, l'enfant agaçant de la même famille noble,
et commence à rire de la situation. Rhéanette ne prend pas ce genre de farce à la légère et détruit les environs en un instant, indiquant clairement au garçon qu'il n'aurait pas dû les embêter. Elle le saisit par le col et exige de savoir où est Rick. Effrayé pour sa vie, Fried révèle à Rhéanette qu'il n'a envoyé Rick qu'à 100 mètres d'ici. En effet, Rick se retrouve près de la rivière derrière le lieu de l'examen. Le majordome de la famille Diarmuid arrive alors avec des voyous et s'excuse auprès de Rick, lui disant que ce qui va se passer n'est rien de personnel, juste des affaires. Rick pense que ces brutes l'ont pris pour quelqu'un d'autre, mais le majordome lui assure que ce n'est pas le cas et explique que les voyous à ses côtés sont les gardes de la famille Diarmuid. Rick réalise que ces 3 gamins de la famille Diarmuid ont envoyé le majordome et les gardes parce qu'ils ne voulaient pas participer aux examens. Complètement en infériorité numérique, Rick abandonne mentalement et physiquement, mais à ce moment-là, les 3 membres seniors de son groupe arrivent et demandent à Rick pourquoi il est ici au lieu de participer aux examens. Terrifié par ses propres coéquipiers, Rick ment en disant qu'il s'entraînait avec ses gars avant de passer l'examen réel. En entendant cela, le grand orc Bron décide de se joindre à eux. Les gardes de Diarmuid ne comprennent pas ce qui se passe, alors ils attaquent Bron, mais leurs armes se brisent en le touchant. Bron, ne sachant pas que ces voyous cherchent à blesser Rick, les laisse partir facilement. Mais contrairement à l'orc stupide, le second membre du groupe, Misette, comprend instantanément la situation et punit les gardes de Diarmuid en utilisant sa propre magie imbriquée de mitrailleuse. Avec la plupart des gardes mis hors d'état de nuire, l'un d'entre eux prend désespérément Aliceret, la 3e membre de l'équipe de Rick, en otage. Bronstone conseille aux voyous de lâcher la petite fille en disant qu'elle est la plus dangereuse de tous, pour éviter qu'elle ne les tue tous accidentellement. Rick leur dit que c'est perdant avec leur couteau et c'est juste de jouer avec elle, mais les voyous ne sont pas d'accord et agrippent le col d'Aliceret, la blessant. Elle décide alors de leur donner une leçon et libère une magie de 7e niveau. Apparemment, cette fillette de 10 ans est la mage la plus puissante de sa génération et, en raison de sa destructivité, elle est connue sous le nom de l'enfant démon de la ruine. Le majordome des Diarmuid reconnaît Misette comme le prodige minin mi-elfe de 50 ans, malgré son apparence. Il est si intellectuellement génial qu'il peut inventer des technologies de centaines à des milliers d'années dans le futur. Le majordome reconnaît également l'orc nommé Bronstone Ashork, qui possède non seulement une force surnaturelle mais aussi une grande intelligence. En plus, il a maîtrisé toutes sortes de sorts de soutien. Misette, Bronstone et Aliceret sont tous les 3 des aventuriers de rang et font partie de la même équipe d'aventuriers, le Point d'Oricalque. Naturellement, le vieux majordome mouille son pantalon et se rend, décidant de prendre sa retraite et de vivre le reste de sa vie en paix après avoir rencontré de telles légendes en personne. Malgré ses actes émotionnels, Aliceret apprend une leçon au majordome et à ses sbires et les envoie voler. Avec l'affaire réglée, Rick retourne à la salle d'examen et trouve Rhéanette tenant toujours Fried par le col. Voyant que Rick va bien, Rhéanette jette Fried contre le mur pour s'en débarrasser. Lynx, qui est gravement battu, s'approche de Rick et lui révèle que Raster Diarmuid l'a battu pour prendre en charge l'examen de Rick. Voyant un homme aussi bon dans un état si misérable, Rick décide de le venger et lui promet de faire payer Raster. Avec une détermination totale, il se dirige vers le champ de bataille où Raster s'amuse à tourmenter les aventuriers de rang F et avec un visage bien serré nous pouvons déjà imaginer ce qui va arriver à Raster vu les précédents exploits de Rick. Pendant que Raster s'amusait à tourmenter les pauvres stagiaires dans la cour, l'un des hommes assis sur les bancs au-dessus regardait en riant la scène. Cet homme s'avéra être Adolphe, mais heureusement pas originaire d'Allemagne. Il possédait une capacité unique, observer le statut hors d'une personne pour déterminer quelle était leur capacité. Il semblait apprécier le spectacle alors qu'il scrutait chaque participant qui se présentait devant Raster, évaluant leur ensemble de compétences pour deviner à quel point il serait battu par Raster. Un autre stagiaire arrive, qui semble avoir des statistiques assez moyennes, et il est immédiatement anéanti par la magie éclair de Raster pendant qu'Adolphe se tord de rire. Il décide ensuite de vérifier les statistiques de Raster également, et comme prévu, Raster possède une quantité incroyable de magie en lui, ce qui est typique d'un aventurier de rang élevé. Même regarder Raster pendant 1 minute lui fait mal aux yeux, tant ses statistiques puissantes mettent une pression sur ses yeux. Soudain, il remarque Rick prêt à affronter Raster, mais Adolphe ne pense même pas beaucoup à lui, se demandant pourquoi un homme aussi âgé essaie même de devenir aventurier à son âge. Il décide quand même de vérifier ses statistiques, et à sa grande surprise et horreur, il découvre que Rick a les statistiques maximales dans toutes les catégories, à l'exception de la magie. Le simple fait de regarder les statistiques de Rick pendant quelques secondes lui fait mal aux yeux comme jamais, le faisant rouler par terre de douleur. Pendant ce temps, de l'autre côté du stade, Rhéanette trouve également Alyssa, venue regarder l'examen final de Rick. Elle l'invitait à s'asseoir avec le reste de son groupe. Au début, Alyssa est effrayée de voir un orc et un vampire démon assis là, mais Rhéanette la rassure et elle s'assoit. L'orc demande à Rhéanette ce qu'elle pense de Rick en ce moment, et sans hésitation, elle répond que Rick réussira facilement l'examen. Alyssa, cependant, n'est pas au courant de la force de Rick et affirme qu'elle n'est pas très sûre, car Raster est un grand qui submerge les stagiaires faibles avec sa magie supérieure. L'orc semble inquiet,
mais quand il apprend que Raster est un aventurier de rang A, il se calme en affirmant que cela ne devrait pas poser problème pour Rick sur le champ de bataille. Raster le félicite pour ses gardes, mais lui dit de ne pas trop se surestimer, car les gardes sont à la fin de simples roturiers, alors que lui est un prodige de rang A et un duc du royaume du Nord. Rick demande pourquoi Raster est devenu aventurier, et l'arrogant répond qu'il était un génie, donc il a pensé ajouter un aventurier de rang A à son CV, ce qui apporterait encore plus de prestige à sa famille noble. Mais en réalité, il ne respecte pas du tout les aventuriers et pense qu'ils sont tous des paysans. Après cela, le combat commence et immédiatement, Raster envoie une rafale de glace vers Rick, qui passe à côté de lui alors qu'il reste immobile sur place. Raster rit, s'amusant simplement avec lui et voulant que Rick ait peur. Pendant ce temps, Rick essaie de se calmer, conscient qu'il ne peut pas laisser la colère guider ses actions, se rappelant les conseils de Rhéanette de rester calme et d'observer son adversaire. Au début, Raster pense que Rick est trop effrayé pour agir, alors il décide de finir le combat le plus rapidement possible. Il utilise sa magie de flamme extrêmement puissante et frappe Rick avec, mais à leur grande surprise, Rick émerge des flammes sans même avoir une égratignure sur son corps. Alyssa semble très surprise tandis que l'orque lui explique qu'une attaque aussi minime ne ferait rien au corps de Rick. Il lui dit que parmi les 4 attributs principaux, la magie ne peut être entraînée et développée que jusqu'à l'âge de 20 ans, mais comme Rick a commencé son entraînement à 30 ans, il n'y avait aucun moyen d'augmenter sa réserve de mana incroyablement petite. Pour cette raison, l'orque a décidé de se concentrer principalement sur sa résistance physique. Pour commencer son entraînement, il a fait porter à Rick des poids de cheville de 100 kg et l'a forcé à courir à travers une forêt entière remplie de serpents démoniaques. De retour sur le champ de bataille, Raster décide d'utiliser un sort encore plus puissant de son arsenal et frappe Rick avec sa magie du vent, envoyant des vagues de vent tranchants et orageux vers lui, mais encore une fois, Rick reste debout à sa position sans bouger d'un pouce. Cela rend Raster un peu en colère et il utilise un sort de foudre sur lui, mais Rick persévère à nouveau comme un champion. Alyssa est vraiment confuse par cela, alors Rhéanette lui révèle le secret que Rick est aussi fort qu'un aventurier de rang S à ce stade, mais le problème est qu'il ne le sait pas lui-même. Quand l'orque l'entraînait, il mentait à Rick en lui disant que même un aventurier de rang F pourrait faire mieux que lui, alors que Rick brisait des rochers avec ses poings. De retour dans l'arène, Raster perd complètement son sang-froid et commence à tout donner, envoyant plusieurs combinaisons de magie de terre, de foudre, d'eau, de feu et de vent sur Rick en même temps. Cette fois, il pense que le vieux participant serait définitivement mort, mais à sa grande surprise, lorsque la poussière se dissipe, Rick émerge en brisant l'énorme rocher en deux. Raster est choqué par la robustesse du corps de Rick, alors il décide de prendre les choses en main. Il utilise la magie pour renforcer son corps et rend son poing plus dur que l'acier alors qu'il se précipite vers Rick à une vitesse extrême. Rick, cependant, ne bouge pas de sa position et lance simplement un coup de poing nonchalant qui entre en contact avec le poing de Raster, qui est immédiatement repoussé. Rick décide qu'il a assez observé et conclut que même si Raster a une quantité incroyable de mana, il ne s'est jamais assez entraîné car il a obtenu tout ce qu'il voulait facilement. À cause de cela, chaque mouvement de ce noble gâté est complètement brut et inefficace. Cela donne à Rick une confiance folle alors qu'il réalise qu'il n'y a aucun moyen qu'il puisse perdre contre cet homme désastreux. Raster devient enfin sérieux et décide d'utiliser la magie de feu la plus puissante de son arsenal, mais une fois de plus, même après avoir tout donné, le souffle de feu de Raster est facilement bloqué par Rick qui utilise simplement sa main pour arrêter l'attaque. Raster se précipite immédiatement vers lui pour une attaque surprise, mais Rick n'est pas facilement dupé et contre-attaque immédiatement. Heureusement, Raster a réussi à transformer son corps en acier, ce qui l'a à peine sauvé d'être pulvérisé. Même après tout cela, Raster n'est pas prêt à reconnaître les compétences de Rick et appelle cela une coïncidence. Cela enrage Rick alors qu'il se souvient de tout l'entraînement qu'il a dû subir, comme survivre dans le nid d'un dragon, courir à travers des explosions et même se noyer dans un étang venimeux. Il se souvient comment Misette l'a poussé d'une falaise, comment Alice l'a écrasé sous un rocher et comment il a été frappé par des troncs d'arbres tombant pendant l'entraînement avec Rhéanette. Heureusement, l'orque connaît une magie de guérison spéciale qui peut ressusciter un homme s'il est mort très récemment, et c'est ainsi que Rick a réussi à dépasser ses limites dans l'arène. Raster utilise sa magie de terre pour lier Rick avec de très fortes racines, tout en commençant à chanter un long sort qui crée une multitude de racines autour de lui, l'enveloppant complètement. Rapidement, il devient attaché au golem d'arbre et dit à Rick de dire ses prières, car il ne quittera pas cette arène en vie. Rick crée un petit souffle d'air, l'une des magies les plus basiques de ce monde, mais il a confiance en lui car il a pratiqué cette magie des millions de fois. Il brise les racines qui le retenaient tandis que Raster descend pour l'achever avec un coup magique. Rick lance également un coup, et tous deux s'affrontent au centre de l'arène, provoquant une énorme onde de choc. Au début, Raster était confiant dans sa puissance, mais à sa grande surprise, le souffle d'air de Rick surpasse complètement sa magie, et son golem d'arbre explose en petits morceaux, projetant Raster dans les bancs où il reste inconscient. Tout le monde dans le stade n'en revient pas de voir que l'examinateur le plus fort vient de se faire battre par un traîné. Plus tard,
Rick retrouve ses amis, qui le félicitent tous d'avoir réussi le test, mais avant qu'il ne puisse descendre pour déjeuner, Raster entre avec ses frères et sœurs. Il dit à Rick qu'il s'assurera d'être à nouveau l'examinateur quand Rick passera son examen de promotion et promet de le vaincre la prochaine fois avant de s'éloigner. Plus tard dans la soirée, les résultats des aventuriers admis sont révélés, et pendant que les autres festoyaient dans la taverne, Rick et Rhéanette attendaient avec impatience que son nom soit appelé, se demandant combien d'aventures les attendaient dans le futur. Maintenant, nous sommes dans la jeunesse de Rick. Quand il était enfant, il aimait l'histoire de Yamato. Dans cette histoire, il est raconté qu'en battant le monstre le plus puissant appelé Kaiser Alsapieto, on obtient un trésor qui exauce n'importe quel vœu, les registres akashiques. Cependant, Yamato n'a pas pu vaincre ce monstre, et l'un des enfants qui rêve maintenant de devenir aventurier pourra obtenir ce trésor et réaliser ses rêves. Rick s'est inspiré de cette histoire, disant à ses parents qu'il veut devenir aventurier, mais sa mère lui dit que c'est un travail dangereux et qu'il pourrait mourir à tout moment. Elle préfère donc qu'il se consacre à autre chose. Son père lui demande d'arrêter de croire en ses contes de fées et, au lieu de cela, de chercher un emploi stable. Quand Rick va à l'école, un des professeurs le félicite car, après l'avoir examiné, ils ont découvert qu'il possède un marqueur de compétences inné. Il lui dit qu'il est assez rare de trouver des personnes avec des marqueurs, bien qu'il ne sache pas quelle est sa compétence, mais ce n'est pas quelque chose qui se manifeste par l'entraînement. Il doit donc lui donner du temps. Rick est super heureux de cette nouvelle car c'est quelque chose que Yamato avait aussi, voulant dire fièrement à ses parents le jour où cette compétence se manifestera, sans renoncer à devenir aventurier. À partir de là, les jours de Rick passent, mais sa compétence innée ne se manifeste pas. Il a aussi des tentatives échouées de créer de la magie. Tout à coup, ces jours se sont transformés en semaines, puis en mois, et même en années, arrivant au moment où Rick annonce à ses parents qu'il a trouvé un travail comme réceptionniste dans une guilde appelée Tiger Rod, ce qui les a rendus très heureux. Cependant, le temps continuait de passer, et Rick ne semblait pas très enthousiaste en voyant les aventuriers passer devant ses yeux. Alyssa a rejoint le travail plus tard, et Rick arrive à un point où il doit ranger le livre des légendes de Yamato. Lorsqu'il atteint ses 30 ans, il continue d'aider Alyssa dans ce qu'elle ne maîtrise pas bien, car il a beaucoup d'expérience. Il en profite pour lui dire que des monstres sont apparus récemment dans le village, donc il y aura sûrement une mission. La plupart sont de bas niveau, donc ce sera sûrement une mission de classe D. Après cela, elle s'en va et, quelques secondes plus tard, un aventurier que Rick connaît, nommé Zaid, arrive. Il commence à rire de manière agaçante, se vantant auprès de Rick de son emblème de niveau B, lui annonçant qu'il a enfin été promu. Entendre cela le touche un peu intérieurement, bien qu'il le félicite tout de même pour son succès. Mais en sortant du travail, Rick révèle qu'il est découragé car rien n'a encore changé pour lui, puisqu'il est assis au même endroit depuis 14 ans, faisant le même travail. Cherchant le côté positif, il voit qu'il a au moins un bon salaire, mais il se sent frustré en pensant à ce que serait sa vie s'il était déjà un aventurier. Soudain, des bruits et des cris de personnes alertent qu'il y a des monstres dans les environs. En courant vers le lieu du bruit, il voit qu'il s'agit d'un troll géant, ce qui le prend par surprise, sans avoir la moindre idée de ce qu'un monstre de niveau moyen fait là. Il voit qu'une fille passe par là sans souci, donc il se précipite vers elle pour se mettre devant et la protéger. Mais ce que fait cette fille, c'est passer devant pour lui demander de reculer, et juste après cela, elle découpe le monstre en morceaux avec des mouvements de main très rapides. Ensuite, elle le remercie d'avoir essayé de la sauver, mais lui dit de ne pas s'inquiéter car elle est une aventurière. Il commence à marcher dans les rues, et Rick la remercie de l'avoir sauvée, lui demandant son nom. Elle se présente comme Rhéanette Elfelt, et lui comme Rick Gladiatol, marquant le moment où ils se sont rencontrés. Rick reconnaît sa force, mais découvre qu'elle n'est ni de niveau B ni de niveau A, mais qu'elle est de rang S. Admirant l'emblème de ce niveau, il est assez impressionné, se rappelant que ceux de niveau S sont gérés directement par le quartier général, faisant partie de l'élite des aventuriers. Profitant de l'occasion de connaître une personne légendaire, il lui demande la permission de lui poser une question, en lui demandant de ne pas se moquer. Rhéanette lui donne la permission, précisant qu'elle ne rit plus depuis qu'elle a 8 ans, il y a déjà 9 ans de cela. Là, Rick lui raconte qu'il rêve depuis son enfance de devenir aventurier et de vaincre Kaiser Alsapieto, et qu'il a une compétence innée qui ne s'est pas encore manifestée. Il essaie de devenir aventurier maintenant, à 30 ans, et veut savoir s'il pourra le faire. Rhéanette lui répond que lors de l'incident précédent, il a montré du courage, ce qui est important pour un aventurier, mais en travaillant dans une guilde, il doit savoir que les réserves de magie sont pratiquement impossibles à développer lorsqu'on est déjà adulte. Et comme tout aventurier a besoin d'un minimum de réserves de magie, elle doit être honnête, si Rick essaie de devenir aventurier maintenant, ce sera complètement impossible. Ces paroles ont été un coup dur pour Rick, mais il essaie de rester positif, acceptant qu'une aventurière de premier ordre l'ait ramené à la réalité. Il peut donc commencer à oublier ce rêve qu'il chérissait depuis des années. Il lui demande aussi de ne pas s'inquiéter, la remerciant pour sa gentillesse. En plus, il lui dit que c'était une grande journée pour lui car il a pu la rencontrer,
allant même jusqu'à l'inviter à dîner. À sa surprise, Rhéanette accepte son invitation, l'informant qu'elle est libre le lendemain, ce qu'il ne s'attendait pas du tout. Le lendemain, Rick est super heureux à son travail, ce qui attire l'attention d'Alyssa, bien que son excès d'énergie lui fasse un peu peur. En sortant du travail, il est très enthousiaste en marchant dans les rues, tout cela parce qu'il va dîner avec une jolie fille. Il pense que si tout se passe bien ce soir, ils pourraient peut-être devenir petits amis. À sa malchance, ce qui se passe ensuite, c'est que les gens courent dans la direction opposée car il y a une attaque de monstres, et cela le dérange que cela se produise juste maintenant. En cherchant le lieu de l'attaque, il pense qu'il n'est pas normal que tant de monstres apparaissent récemment. Là, il rencontre Rhéanette et constate qu'il n'y a rien à craindre en voyant qu'elle a exterminé une grande quantité de monstres par elle-même. Malgré cela, beaucoup plus de monstres sortent de la forêt en se dirigeant vers eux. Elle lui demande de la laisser faire, et Rick accepte sans hésitation, sachant qu'il ne ferait que la gêner. Il s'éloigne donc pour lui laisser de la place. La première chose qu'elle fait est de s'annoncer comme la princesse des lames, Rhéanette Elfelt, puis elle commence la bataille. Juste après, elle sort des aiguilles et les utilise pour faire des coupures de grande envergure, déchiquetant facilement les ennemis. Rick reste stupéfait en voyant comment une aventurière de rang S combat, trouvant cela plus qu'impressionnant. Une fois qu'elle a éliminé un certain nombre de monstres, elle reste immobile en regardant l'horizon pendant plusieurs secondes, et soudainement, elle commence à se rappeler quelque chose de terrible de son passé qui l'affecte énormément. Quand Rick s'approche, Rhéanette lui dit qu'elle sent une énergie magique familière, bien qu'elle ne lui révèle pas de quoi il s'agit, car un autre monstre les attaque. Heureusement, Zaïd arrive juste à temps pour les protéger, accompagné de plusieurs autres aventuriers. Zaïd explique à Rick que la guilde a publié une mission urgente et qu'ils vont s'en charger à partir de maintenant. Les trois commencent à travailler ensemble pour nettoyer la zone, montrant une grande puissance destructrice. En voyant cela, Rick ressent de l'envie, car c'est ainsi que les aventuriers se comportent réellement. Ensuite, Rick dit à Rhéanette de ne pas s'inquiéter car Zaïd est de niveau B, mais elle précise que ce n'est pas suffisant et que c'est très dangereux, car un dragon est à proximité. Elle lui raconte aussi que son corps a un traumatisme et que sa magie devient incontrôlable quand elle sent la magie d'un dragon. Juste après cela, le dragon vole au-dessus d'eux, et tout le monde est choqué de voir un monstre de haut niveau. Rick suppose que les monstres fuyaient le dragon. Le dragon atterrit, créant une forte rafale de vent par la force et le poids qu'il impose. Zaïd mentionne que selon les règles de base, si quelqu'un de niveau inférieur rencontre un dragon, le mieux est de fuir. Un des aventuriers attaque le dragon par panique, mais cela n'a aucun effet et provoque le dragon, qui lance une attaque qui les fait reculer. N'ayant pas d'autre choix, tout le monde commence à fuir, mais ils sont arrêtés par une barrière érigée par le dragon, se retrouvant ainsi piégés avec lui. Dans cette situation désespérée, Rick s'approche directement du monstre. Zaïd lui demande ce qu'il fait, car il n'est qu'un simple réceptionniste. Rick répond que si cela continue, tout le monde va mourir, mais s'il se tient devant lui, il pourra au moins mourir comme un aventurier. Conscient qu'ils ne peuvent rien contre ce dragon et que s'il est touché par une de ses griffes, il est un homme mort, Rick pensait qu'abandonner son rêve serait un soulagement, mais il sent son sang bouillir en réalisant qu'il a toujours voulu vivre ainsi, sans laisser la peur le dominer. Il prend une pierre et la lance au dragon. En voyant cela, Zaïd retrouve son sang-froid et incite les autres aventuriers à se battre, car un réceptionniste leur vole la vedette. Les trois lancent des attaques contre le dragon, mais aucune ne lui fait de mal, et il voit le dragon commencer à préparer son souffle. Zaïd réagit rapidement en utilisant la magie du corps d'acier sur eux tous, leur permettant de survivre à l'attaque puissante du dragon grâce à cette magie défensive, bien que tous soient complètement affaiblis. Rhéanette est toujours incapable de faire face au dragon à cause de son traumatisme, mais Rick sort des décombres pour s'approcher du dragon et déclarer qu'il réalisera son rêve. Juste après, le monstre l'écrase avec une de ses pattes, mais soudain, le système active la compétence de Rick. Il parvient à se libérer de la patte du dragon, commençant à irradier une aura de grande puissance. Rhéanette est perplexe, car une telle quantité de magie émane de lui qu'elle est visible à l'œil nu. Rick mentionne qu'il entend une voix et que c'est sa compétence innée. Avec plus de confiance, il avertit le dragon qu'il a devant lui de ce qui s'en vient, car cela l'aidera à tester son pouvoir. Il parvient à bloquer deux types de souffle de dragon avec ce nouveau pouvoir, qui s'appelle le réveil du brave. En chargeant une de ses attaques, il la tire directement sur le dragon, lançant un rayon d'énergie qui traverse complètement le dragon ainsi que la barrière, atteignant le ciel. Après avoir vaincu le dragon, il redevient normal et s'évanouit au sol. Rick se réveille, la première chose qu'il ressent est une grande douleur. Rhéanette, à ses côtés, lui demande de ne pas bouger car tous ses circuits magiques ont éclaté et il était sur le point de mourir. De plus, il a dormi pendant une semaine. Rick apprend par elle qu'elle est restée à ses côtés tout ce temps et il lui demande pourquoi. Elle répond qu'elle veut l'inviter à rejoindre son groupe, Orichalcom Fist, car ils ont le même objectif que lui, vaincre Kaiser Alsapieto. Elle lui confirme que Kaiser existe vraiment et, ayant vu comment il s'est battu avec courage sans jamais abandonner, elle sait qu'il peut devenir encore plus fort et combattre dans son groupe.
Elle lui garantit qu'il deviendra un aventurier. Rick est plus que surpris d'entendre cela, mentionnant que c'est la première fois qu'on lui dit cela. Il demande si en essayant vraiment, il peut devenir un aventurier, même à ce stade de sa vie. Rhéanette lui répond sans hésiter que oui, laissant Rick verser des larmes de bonheur. De retour à l'actualité, Rick entend finalement le numéro 4242, ce qui signifie qu'il a réussi l'examen. Peu après, Rhéanette le félicite, car il est maintenant un aventurier certifié. Il mentionne que tout cela est grâce à eux, mais aussi à son passé, à lui-même qui n'a jamais abandonné, déclarant qu'il est maintenant un aventurier, un de ses rêves qui est enfin devenu réalité. Un jour, Loroth, l'ancien examinateur de rang E, traverse une forêt dense. Il y a quelques jours, Rick lui avait rendu visite à l'hôpital, où il avait été envoyé après avoir été battu par Raster. Lorsqu'il apprit que Rick avait réussi l'examen et vaincu Raster, il le félicita chaleureusement et lui demanda s'il pouvait lui rendre visite. À sa surprise, Rick fit une grimace terrible mais accepta tout de même sa demande. C'est pourquoi il voyage maintenant à travers la forêt, portant son meilleur équipement. À sa confusion, les indications que Rick lui avait données le conduisirent à un château d'apparence étrange. La mâchoire de Loroth tomba en voyant l'énorme porte du château. Il décide nerveusement de prendre la petite porte latérale et sonne la cloche, mais il fut surpris de voir Rick ouvrir nonchalamment l'énorme porte à la place. À l'intérieur des murs du château, un magnifique jardin l'accueille, sans aucun monstre en vue. Cela confond Loroth car Rick lui avait demandé de porter l'armure en venant. Mais quand il lui a dit cela, Rick répond sérieusement que l'armure est pour qu'il puisse rentrer chez lui vivant. À l'intérieur du château principal, Rhéanette accueille Loroth. Une petite fille mignonne leur fait également joyeusement signe, et Loroth souhaite que sa fille puisse grandir aussi joyeusement qu'elle. À son grand choc, la petite fille lance soudainement et sans avertissement une magie de foudre de niveau signature sur lui, sans même chanter quoi que ce soit. Heureusement, Rick se met devant lui et dévie la foudre vers un mur proche. Rick gronde ensuite la petite fille, Aliceret, pour avoir jeté de la magie dans la maison. Aliceret boude et fait remarquer que Rick n'a pas encore joué avec elle, mais Rhéanette intervient et menace de réduire son repas. Cela fonctionne immédiatement sur la petite fille, qui s'excuse profusément auprès de Loroth. Rick demande alors à Loroth d'attendre un peu pendant qu'il joue avec Aliceret. Rhéanette conduit ensuite Loroth à une chambre d'amis pour attendre. Loroth regarde autour de la pièce et voit quelqu'un dans la cour depuis la fenêtre. Il décide de sortir et se présente au gars. Le gars, en retour, se présente sous le nom de Misette. Loroth remarque que Misette est en train de fabriquer quelque chose et quand il lui demande à ce sujet, Misette explique qu'il s'agit d'un prototype d'arme. Quelques secondes plus tard, Loroth teste déjà le prototype, qui est en fait un lance-roquette. En suivant les instructions de Misette, il pointe le lance-roquette vers une cible et appuie sur la gâchette. La roquette tire et Loroth tombe en arrière à cause du recul. Sa mâchoire tombe ensuite lorsqu'il constate que la roquette a littéralement effacé la cible de l'existence. Misette n'était même pas impressionné, mais Loroth pouvait déjà voir les implications d'une telle arme si elle venait à être produite en masse, leur monde changerait définitivement. Loroth retourne au château en se demandant pourquoi toutes les personnes dans le château sont si absurdement fortes. Une autre scène le choque lorsqu'il voit un orque à l'intérieur d'une des pièces. L'orque le sentit facilement à l'extérieur et l'invita à entrer. À l'intérieur de la pièce, Loroth pouvait voir que des étagères recouvraient pratiquement tous les murs. Il devine que l'orque doit être l'intellectuel du groupe de Rick, et l'orque admet qu'il est celui qui entraîne principalement Rick. Quand Loroth apprend cela, il demande à l'orque s'il peut également participer à cette formation. Après tout, si Rick pouvait devenir assez fort pour vaincre Raster, alors il y avait peut-être aussi de l'espoir pour lui. L'orque regarde ses yeux et reconnaît sa détermination, il accepte donc de lui donner un peu d'entraînement. Pendant ce temps, Rick cherche Loroth quand il apprend de Misette qu'il a vu Loroth marcher dans la forêt avec Brufston, l'orque. Rick est immédiatement horrifié et inquiet pour son ami car il sait à quel point Brufston est masochiste. Quant à Loroth, il tombe maintenant d'une falaise avec 2 boules de fer attachées à ses pieds. Loroth en faisant ses adieux à sa fille en acceptant son sort alors qu'il plonge vers la mort. Heureusement, Loroth atterrit sur quelque chose de mou, mais malheureusement, il atterrit dans une scène étrange, il a atterri dans le ventre d'un sanglier sauvage que Rhéanette avait chassé pour leur dîner. Il remercie Rhéanette de l'avoir sauvé et explique comment Brufston l'a poussé de la falaise plus tôt après avoir mis des poids à ses pieds. Sans Rhéanette, il serait sûrement mort à l'instant. Rhéanette répond alors que c'est vrai parce que Brufston est habituellement celui qui tue Rick. Loroth est de nouveau horrifié, mais Brufston choisit ce moment pour apparaître et traîner le pleurant Loroth, boule d'acier et tout, à nouveau dans la forêt pour continuer leur entraînement. Le soleil allait se coucher quand Loroth fut enfin ramené au château, reconnaissant d'être encore en vie. Rick arrive et le gronde pour avoir cru Brufston, le mettant en garde de ne jamais croire les membres du point d'Orichalque lorsqu'ils disent qu'ils vont y aller doucement avec lui ou qu'ils ne le referont plus jamais. Pendant ce temps, les mêmes membres font remarquer à Rick qu'il avait déjà prédit que cela pourrait arriver, donc c'est sa faute s'il invite encore un ami chez eux. Après cette journée mouvementée, Loroth et Rick partagent une tasse de thé préparée par Rhéanette. Loroth a sûrement eu une journée très fatigante,
mais ses yeux n'avaient pas été vus pendant tout l'épisode. Lorod demande alors à Rick comment sa relation avec Rhéanette a évolué, mais Rick nie timidement qu'ils soient en couple. Lorod sourit et encourage Rick à ne jamais abandonner l'espoir et à simplement trouver le bon moment pour développer leur relation. Lorod rejoint ensuite les membres du Point d'Oricalque pour le dîner. Il complimente Rhéanette pour sa cuisine magistrale tandis que les autres membres lui demandent des secondes, de la bière et du vin. Rhéanette se lève pour aller chercher plus de nourriture et Lork chuchote rapidement à Rick de l'aider. C'est un de ces bons moments où il peut marquer beaucoup de points auprès des dames. Après que Rick quitte la salle à manger, Lorod demande aux autres membres d'Oricalque s'ils savent quelque chose sur la compétence innée de Rick. Brewston répond que c'est le genre de compétence qui ne s'active que dans certaines conditions, donc Rick ne pouvait malheureusement pas la démontrer. Mais malgré tout cela, la force de Rick est déjà au niveau S en fait, lorsque sa compétence s'active, il est encore plus fort qu'eux, ce qui étonne et surprend Lorod. Puisque Lorod travaille au centre, Brewston lui demande s'il est au courant des cristaux magiques également connus sous le nom de 6 grands orbes. Lorod prétend en avoir entendu parler dans la légende de Yamato. Après avoir informé Lorod de l'objectif combiné du Point d'Oricalque pour vaincre Kaiser Alsapieto, Brewston poursuit en lui parlant des 6 grands orbes. Ces 6 copies des pierres d'infinité sont apparemment la clé pour ouvrir les portes connectées au royaume appelé l'origine spirale. Ce royaume, plus précisément ce donjon, est censé être situé à la toute fin de ce monde et au tout fond de ce donjon. Le légendaire monstre Kaiser Alsapieto est censé se reposer dans son sommeil. Ces 6 grands orbes ne s'activent que tous les 200 ans et, par commodité, ces 6 grands orbes devraient s'activer à peu près maintenant. Misette affirme que ces orbes émettent une puissante magie et que les personnes qui travaillent à la capitale devraient être au courant de ces choses. Lorod prétend toujours ne rien savoir des cristaux magiques, mais il promet à tous qu'il parlera avec le service de renseignement secret s'ils en savent plus à ce sujet. Mettant cette question de côté, Rick chuchote à Lorod en lui demandant des conseils sur comment impressionner Rhéanette. Il a déjà essayé ce que Lorod lui a dit, mais parce que Rhéanette est parfaite dans tout ce qu'elle fait, elle n'a pas accepté l'aide de Rick et a fait tout son travail toute seule. N'ayant pas réussi à trouver le bon moment, Rick fond en larmes, permettant à Lorod de se moquer de lui. Le lendemain, à la guilde des aventuriers, une femme nommée Ray, qui travaille au ménage, commence à se plaindre en demandant pourquoi elle doit toujours faire les corvées alors qu'elle est désormais une aventurière. Ray prétend être assez puissante pour combattre et pense qu'au lieu de faire ces choses insignifiantes, elle devrait sortir et combattre des monstres dangereux. Elle commence même à utiliser son balai comme une arme pour démontrer ses compétences en escrime et déclare fièrement qu'elle est assez forte pour envoyer tous les monstres voler. Une voix profonde attire soudain l'attention de Ray. Elle se tourne vers la voix et découvre que ce n'est autre que Lork Brewston, son apprenti Rick et Aliceret, venus prendre une quête de la guilde. Brewston choisit une quête pour son groupe, mais le maître de la guilde ne lui permet pas de la prendre car elle a une difficulté de 82 sur 100. Brewston affirme qu'il peut facilement accomplir une quête de cette difficulté, mais le maître de la guilde refuse toujours. Pendant ce temps, Ray avec son balai ne comprend pas quel genre de groupe d'aventuriers bizarres ils ont formé. Ils ont un orc qui parle et qui porte une petite fille sur son épaule, sans parler du grand-père de 40 ans qui les accompagne. Ray ne comprend pas non plus pourquoi le maître de la guilde agit de manière si stressée devant eux et pourquoi il s'incline constamment devant eux. Rick, étant la seule personne raisonnable ici, lit les exigences de la quête et découvre que leur groupe doit compter 4 membres au total, avec au moins 2 membres de rang A. Il y a déjà 2 membres de rang S dans leur groupe, mais il manque le 4e membre. Rick propose alors de recruter un membre temporaire pour la quête. Brewston se tourne vers le maître de la guilde en lui demandant son aide pour recruter le membre temporaire. En un instant, le maître de la guilde se tourne vers Ray et lui dit de les rejoindre, lui demandant si toutes ces vantardises précédentes ne signifiaient rien. Avant que Ray puisse même donner sa réponse, le maître de la guilde prend cela pour un oui et lui souhaite bonne chance. Brewston s'approche de Ray, la faisant se demander si elle doit vraiment faire équipe avec l'orque au visage laid. Sa remarque imprudente surprend le maître de la guilde, qui lui dit de ne pas leur parler de cette façon, lui faisant comprendre qu'ils sont extrêmement dangereux et peuvent lui ôter la vie d'un simple claquement de doigts s'il le souhaite. Cependant, Ray ne croit toujours pas qu'un vieil homme et une simple enfant puissent représenter un quelconque danger. Quoi qu'il en soit, elle rejoint l'équipe, car elle est vraiment impatiente de voir ce qui se trouve dans le monde réel. Rick nous révèle que Lorod leur a déjà dit que l'un des 6 grands orbes est leur véritable objectif dans cette forêt et c'est pourquoi ils ont accepté cette quête pour trouver ce cristal magique. En chemin, Ray, qui est une aventurière de rang F, commence à avoir pitié de Rick en apprenant qu'un vieil homme comme lui est encore de rang E. Quoi qu'il en soit, Aliceret localise le cristal magique et commence à se diriger directement vers lui. De l'autre côté, Misette, qui est seule avec Aliceret au château, tente sa chance avec elle et se fait justement punir par elle, car elle casse son précieux gadget d'espionnage en dizaines de morceaux. L'équipe de Rick localise un wyvern et sa vue effraie Ray. Cela devient encore pire lorsque l'orque frappe le wyvern au visage et l'envoie voler, faisant réaliser à Ray que l'orque est le seul monstre ici. Brewston utilise le cadavre du wyvern mort pour attirer plus de wyverns vers eux et, comme si c'était un jeu d'enfant, lui et Aliceret brûlent toute la horde de wyverns vivantes. Un wyvern rouge,
apparemment aussi puissant qu'un dragon, cible Rick et Ray. Selon Ray, un wyvern rouge est dit être si puissant que même les aventuriers de rang A ne peuvent le vaincre, elle pense donc que leur meilleure option sera de s'enfuir puisque tous les deux sont des aventuriers novices. Mais Rick ne part pas, car il est entièrement confiant qu'il est assez fort pour s'occuper seul de ce dragon. Voyant à quel point cet aventurier de rang E est courageux, Ray décide également de rester et de combattre le wyvern aux côtés de son coéquipier. Elle déclare que son idole est la légende Yamato et que, puisque son idole ne laisserait jamais ses camarades derrière, elle ne veut pas non plus le faire. Rick respecte sa décision et lui dit d'agir comme son soutien, mais avant même qu'elle puisse contribuer au combat, Rick abat le wyvern rouge d'un seul coup, faisant sortir ses yeux de sa tête de stupeur. Le lendemain matin, Ray est de nouveau occupé à procrastiner pendant son service de nettoyage. Le maître de la guilde l'approche en lui demandant comment s'est déroulée sa quête avec ces fous furieux. Ray lui dit que, lorsqu'ils ont terminé de subjuguer les wyverns, l'orque a pris les restes pour les cuisiner pour le dîner. Le maître de la guilde déclare que les aventuriers de rang S ont tendance à être fous comme ça et la motive également involontairement à devenir une aventurière de rang S avec cet objectif en tête. Ray part s'entraîner car elle veut grimper dans les rangs et donne le balai au maître de la guilde en lui disant de faire le ménage à sa place. Les membres du point d'Orichalque retournent au château et montrent la fleur rouge, le premier des 6 grands orbes, à Misette, qui a l'idée d'utiliser la fleur rouge pour localiser les 5 autres orbes. Il utilise un sort magique appelé cartographie de la Terre sur la fleur rouge, ce qui crée littéralement une carte holographique montrant que le prochain orbe se trouve dans un endroit appelé Erotopia, un pays célèbre pour leur amour du combat et des sports. Il y a 400 ans, cet endroit était un petit pays principalement composé de déserts. Le 4e roi, Alexandre Eractopia, a vu une colonie appelée Phalangicée et a décidé d'y construire le Colisée. Il y organisait des compétitions de combat et y participait lui-même, combattant à main nue, utilisant uniquement son corps. Il devint un champion invaincu après 10 000 combats. À mesure que sa renommée se répandait sur tout le continent, des combattants venus de tous horizons venaient défier le roi pour tenter de briser son invincibilité, tandis qu'Eractopia prospérait en tant que royaume de prestige et de vigueur immense. Face à ces démonstrations de force, Phalangicée, où se trouvait la reine, devint la capitale de ce royaume. Aux côtés du point de l'Orichalque, Rick, le gladiateur, se tient devant l'énorme statue de l'homme connu sous le nom d'Alexandre, le roi du pugilat. Bron aurait adoré se battre au moins une fois contre cet homme mythique, bien que Rick pense qu'un tel duel aurait pu provoquer la fin du royaume tout entier. Rhéanet observe que ce type de combat comme divertissement perdure encore aujourd'hui et reste une partie centrale de la tradition de cet endroit, ce que Rick comprend, car la profession de combattant à Eractopia est extrêmement courante. Ils ont même un nom spécial pour ceux qui se battent dans ces événements, on les appelle des pugilistes. Sur ce, le groupe se met en route à la recherche du joyau qu'ils sont venus chercher. Malgré le fait que cette ville soit habituée à voir des brutes à chaque coin de rue, l'un des habitants est terrifié lorsqu'un orque gigantesque l'approche. Rick voulait juste obtenir des informations, mais l'homme prend peur et s'enfuit. Comprenant qu'il ne fera aucun progrès ici, Rick suggère qu'il cherche des informations sur les 6 joyaux à la mairie. Cependant, le cri d'une jeune fille sans défense attire l'attention du groupe, et il voit une femme bête se faire harceler par un homme. Bron s'approche pour poser une question, mais l'homme prend offense à la présence de l'orque, avertissant qu'il est un pugiliste et qu'il n'a donc pas peur des ennuis. Bron ne semble pas intimidé et commente même que le chauve n'a pas l'air très fort, ce qui énerve encore plus l'homme, qui défie alors l'orque à un combat dans une ruelle voisine. En quelques secondes, Bron bat l'homme, qui accepte maintenant de répondre à leurs questions. Il se présente sous le nom de Gold, tandis que la fille chat s'appelle Milicia. À l'endroit au but, la bête sage montre la fleur écarlate aux locaux et leur demande s'ils ont vu quelque chose de similaire dans les environs. Tous deux pensent avoir vu quelque chose de semblable quelque part à proximité, bien qu'ils ne sachent pas exactement où. Derrière le groupe, une foule se rassemble pour assister à l'ouverture du tournoi du roi du pugilat. Gold s'excite et révèle qu'il s'agit du défilé d'annonce du tournoi de la ville, où le vainqueur devient le champion des pugilistes. La fille chat est impatiente que ces 2 mois menant à l'événement passent rapidement. Ce festival est si important qu'environ 500 000 spectateurs viennent à Eractopia chaque année pour y assister. Encouragé par la foule, il voit un pugiliste nommé Kelvin Wolwolf, qui a remporté le tournoi du roi du pugilat 5 fois, dont 3 fois consécutivement. Admirant le combattant porté par un éléphant à travers la foule, Gold rêve d'atteindre un jour ce niveau. En parlant d'un joyau sphérique brillant, Milicia remarque que la ceinture de champion de Kelvin porte une relique identique à celle vue par les étrangers. Bron la reconnaît comme étant leur souverain, l'un des 6 joyaux. Après le défilé, le fameux pugiliste entre dans l'académie où il s'entraîne, et un homme approche Kelvin pour le remercier du spectacle. Le combattant ne s'en soucie pas, car il sait l'importance d'exciter les gens à la veille du tournoi. Cependant, l'homme avec le cache-œil ne croit pas que Kelvin se porte aussi bien que ce dernier le prétend, ce que le pugiliste nie. À ce moment-là, les 3 membres du point de l'Orichalque entrent dans l'académie à la recherche du grand champion. Même le redouté combattant d'Eractopia ressent un frisson face à l'énorme orque. Rick essayait d'être discret,
car il allait inévitablement devoir aborder un sujet délicat, mais ce n'est pas le style de Bron, qui sait que ce n'est pas non plus dans le style du pugiliste de tourner autour du pot. Lork va donc droit au but et révèle que le joyau sur la ceinture de Kelvin appartenait à un membre du groupe de Bron il y a longtemps. Si le champion remet la relique, Lork garantit de la remplacer par un joyau de valeur équivalent. L'homme au cache-œil est offensé par l'attitude des visiteurs et appelle quelqu'un pour expulser le groupe, mais le pugiliste demande à son patron de se calmer, disant qu'il peut détecter un menteur, ce qui n'est pas le cas avec ces 3 étrangers. Cependant, il refuse de remettre le joyau, car cette ceinture est spéciale pour le peuple d'Eraktopia et fait partie de la fierté de ce pays. En d'autres termes, la seule façon d'accéder à la ceinture est de gagner le tournoi du roi des points. Bron comprend les circonstances et s'excuse pour le dérangement, tandis que Rick se demande s'ils vont simplement laisser tomber. En suivant le chef du point de l'Orical Corps de l'Académie, l'homme au cache-œil pense qu'il devrait donner une leçon à ces étrangers présomptueux, mais Kelvin est sûr que les deux seraient morts si les choses en étaient arrivées à un affrontement avec ces 3-là. Après tout, le pugiliste a remarqué la présence intimidante de la servante et est certain qu'elle possède des capacités surprenantes. Quant à l'homme, bien que semblant normal, il semble avoir entraîné son corps à un degré extraordinaire et possède une aura difficile à comprendre. Enfin, Kelvin sait que Lork porte en lui une puissance absolue. Dehors, Bron révèle son plan de devenir un pugiliste pour gagner l'événement et obtenir la ceinture. Pour entrer dans le tournoi, il faut passer les préliminaires organisés dans l'est et l'ouest du royaume, puis progresser à travers les rondes jusqu'à gagner le bloc où tout le monde est également qualifié. Après cela, les vainqueurs passent au 8e de finale du tournoi. Bron laisse Rick avec la Ligue de l'Ouest tandis qu'il se dirige vers l'Est. Pour éviter de se perdre dans cet endroit inconnu, Lork a arrangé un guide personnel, un homme nommé Gold. Puis, Rhiannet informe Rick qu'il doit passer un test pour gagner le droit de devenir pugiliste. Elle l'emmène à une bataille simulée où son adversaire sera choisi au hasard parmi les nouveaux concurrents. Rick demande si son adversaire est fort, et l'organisateur lui dit qu'il s'agit d'un nouveau venu prometteur qui a remporté tous les matchs préliminaires du tournoi. Cependant, même si Rick perd, il peut toujours se qualifier s'il démontre un certain niveau de compétence. Soudain, le rival de Rick se présente sous le nom de l'Étincelle, et il reconnaît immédiatement la voix, c'était Angelica Diarmu, la noble gâtée qu'il avait vaincue, causant tous ses problèmes avec la famille Diarmu. Cependant, c'est Angelica qui panique en réalisant que son adversaire est Rick Gladiator. Dans le public, 2 vieux hommes regardent la bataille simulée aux côtés de quelques autres hommes, alors que la beauté d'Angelica tend à attirer l'attention des hommes partout où elle va. Bien qu'elle ait rapidement gagné en notoriété pour son ascension fulgurante à travers les préliminaires, l'un des vieux hommes avertit de ne pas sous-estimer l'autre nouveau venu, notant que des surprises se produisent parfois dans le tournoi. Dans l'arène, Rick demande si le frère aîné d'Angelica est également en ville, mais elle lui répond qu'elle est venue seule, ce qui le rassure. D'un autre côté, Angelica est tendue face à l'homme qui l'a vaincue sans transpirer. Bien qu'elle n'ait pas besoin de gagner pour avancer, elle ne veut pas perdre ce combat. Bientôt, sa force serait à nouveau mise à l'épreuve lorsque l'organisateur commence le test. Une fois de plus, Angelica ne perçoit pas Rick comme une menace, mais elle se souvient de la façon dont elle l'a sous-estimé la dernière fois et promet de rester sur ses gardes en tout temps. Elle essaie d'utiliser son habileté de déplacement instantané, mais finit par trébucher et échouer, à sa grande surprise. Embarrassée, elle se relève et réessaie, pour découvrir qu'elle n'a pas trébuché après tout. En réalité, Rick la faisait trébucher d'une manière imperceptible à l'œil nu. Il lui demande si elle a apprécié la technique qu'il a récemment apprise, qu'il appelle la première des 8 astuces pour se détendre, le balayage de jambes. C'est une technique conçue pour démoraliser l'adversaire en l'empêchant de rester debout. Essentiellement, Rick balayait ses jambes si rapidement que même elle, une chevalière de 2e classe, ne pouvait le voir. Essayant de maintenir sa dignité, elle tente de garder ses distances, mais c'est futile, car à chaque fois qu'elle recule, elle est à nouveau balayée et atterrit maladroitement sur le champ de bataille. Alors qu'il continuait à la balayer chaque fois qu'elle se relevait, Rick semblait se sentir coupable de la facilité du combat et à féliciter la difficulté de synchroniser les balayages compte tenu de la vitesse incroyable de l'étincelle. Il l'encourage à rester dans le combat, promettant de se donner à fond maintenant, mais Angelica lève les mains et se rend immédiatement. Ainsi, Rick gagne son droit de participer après avoir balayé une noble femme 5 fois. Cependant, elle ne prend pas bien cette nouvelle humiliation infligée par quelqu'un qu'elle considère comme un vieil homme. Rick la corrige à nouveau en expliquant qu'il n'a que la trentaine. Angelica, maintenant en larmes, demande combien de fois elle doit être humiliée par lui avant qu'il ne soit satisfait. Rick explique rapidement qu'elle a mal interprété la situation et, désespéré de changer de sujet, il invite l'étincelle à aller manger quelque chose. Par coïncidence, il se retrouve dans une auberge gérée par Milicia et ses parents. Après avoir servi des collations à la table des pugilistes, la jeune fille Féline demande où se trouve Bron, semblant triste en apprenant que Lork participe aux préliminaires de l'Est. Quand la serveuse s'éloigne, Angelica demande à Rick pourquoi il est devenu pugiliste, et il révèle que son objectif est de gagner le tournoi du roi des points. La jeune fille trouve son ambition offensive,
mais est trop humble pour protester. Néanmoins, elle l'informe qu'il est impossible pour lui de participer cette année, expliquant que pour atteindre les huitièmes de finale, il faut parcourir un long chemin avec un temps insuffisant. Par exemple, seuls ceux qui ont remporté 40 matchs au cours du semestre ont accès à la ligue, et le maximum qu'un combattant peut atteindre est de 10 matchs par mois. Avec seulement une semaine avant le début du tournoi, elle juge impossible que Rick y parvienne. Cependant, malgré son discours, Rheanet annonce qu'elle a programmé les 40 matchs de Rick sur une période de 4 jours, laissant l'étincelle sans voix. Plus tard, Rick se dirige vers son premier combat dans les préliminaires et apprend que son adversaire sera Grit Albert. L'organisateur, inquiet, explique que ce compétiteur est connu pour enfreindre les règles du tournoi en utilisant une arme, bien qu'aucune fouille corporelle n'ait jamais confirmé cela. Bientôt, Rick fait face à ce scélérat sur le champ de bataille, mais l'homme semble être désarmé. Dans son esprit, Albert voit Rick comme un vieil homme qui a tout donné pour devenir pugiliste à cet âge, et il a l'intention de l'écraser pour que cela en vaille la peine. Pour y parvenir, Albert utilise une pierre d'impact dans sa chaussure, augmentant ainsi sa force de frappe jusqu'à 30 fois. Dès que le combat commence, Albert jette sa veste sur le visage de Rick pour lui obscurcir la vue et le frappe de toutes ses forces dans la poitrine. Après cet impact insensé, il croit avoir brisé son rival, mais il s'avère que c'est la main d'Albert qui est complètement brisée. La pierre d'impact tombe alors de sa main, révélant son subterfuge. Rick se moque de son adversaire, suggérant qu'il devrait renforcer son corps avant de porter un coup aussi puissant avec cet objet, malgré le fait qu'Albert se souvienne avoir brisé des montagnes avec son poing. Néanmoins, il est temps pour Rick de contre-attaquer. Il prépare la deuxième des 8 techniques pour se détendre avec un coup de poing qui ne touche même pas son adversaire. Le vent formé autour du poing de Rick secoue le cerveau d'Albert jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Avec cette victoire incroyable, le vieil homme observant les préliminaires se rend compte que Kelvin Wolwolf a enfin un adversaire digne de ce nom. Lorsque la nuit tombe, dans un établissement louche de Heractopia, un monstre nommé Jet dort paisiblement parmi de belles filles jusqu'à ce que quelqu'un frappe à sa porte pour annoncer qu'il est temps de travailler. Le lendemain, Angelica Diarmu profite de l'absence de Rick pour dominer ses rivales lors des éliminatoires préliminaires du tournoi avec 40 victoires consécutives. L'étincelle assure ainsi sa place et commence déjà à penser à remporter les matchs de la Ligue des Blocs. Pendant que Rick s'enthousiasme à l'idée de donner le meilleur de lui-même, Angelica hausse un sourcil, se demandant si le gars a vraiment l'intention de se battre 40 fois en 4 jours, sachant que chaque site n'accueille qu'un combat par jour, ce qui signifie qu'il doit parcourir des centaines de kilomètres jusqu'à des dizaines de lieues pour atteindre ce quota. Mais avant que l'étincelle ne termine sa réflexion, Rheanet perd patience et appelle Rick pour commencer le marathon, car ils ont un combat prévu à l'arène de Green Hill à 10 heures. Angelica s'affole en criant que l'arène est à 30 km de là et qu'une calèche, même boostée, ne les y emmènerait jamais à temps. Offensé, le gladiateur réplique qu'il est trop pressé pour prendre une calèche, raison pour laquelle il prévoit de courir jusqu'à l'arène. En un rien de temps, il s'élance à la vitesse du son, montrant à Angelica que le véritable étincelle dans la pièce vient de partir, tandis qu'elle peine à accepter que le gars défie toutes les lois de la physique. Rheanet demande alors à Angelica si elle souhaite assister au combat de Rick. Angelica adorerait, mais n'a aucune idée de comment y arriver à temps. L'elfe propose donc de l'emmener d'une manière que l'humaine n'aurait jamais imaginée, en sautant de toit en toit à une vitesse surréaliste, la portant dans ses bras. En arrivant à l'arène de Green Hill, Rick est surpris de trouver Angelica effondrée dans les coulisses. Bien qu'elle soit arrivée, la fille n'a pas réussi à voir le combat à cause de sa panique. Quoi qu'il en soit, Rick se sent quelque peu soulagé de ne pas avoir de public, surtout qu'il fait une grave erreur avec le troisième de ses 8 secrets pour se la couler douce. Il réalise à ce moment-là que cette technique nécessite quelques ajustements. Derrière lui, Rheanet lui rappelle qu'il est temps pour le prochain combat, et il se dirige rapidement vers son nouveau défi. Angelica supplie de rester à Green Hill, mais l'elfe ignore ses supplications et emporte la fille dans ses bras jusqu'à l'arène de Kak. Le membre humain du point de l'Orishak essaie de calibrer ses capacités pour éviter de transformer ses adversaires en bouillie tout en assurant ses victoires. En arrivant à l'arène de Shudgad, Rick fait un tour autour de son adversaire et l'achève avec une petite tornade créée par son mouvement. Lorsqu'il atteint l'arène de Latrina, une autre victime a déjà succombé avant le passage du tonton de 30 ans. Après cette course effrénée entre les colisées, Angelica a du mal à croire que le gars a effectivement réussi à obtenir 40 victoires en 4 jours pour passer les préliminaires. Assise avec la fille dans un cadre magnifique rappelant Venise, Rheanet l'informe qu'il est temps pour les ligues de blocs, et Angelica remercie le ciel de ne pas être dans le même bloc que ce type. Après tout, elle compte bien remporter le tournoi, mais cela semble assez difficile avec Rick dans la course. De plus, l'elfe lui rappelle que Bron est en route pour le prochain tour dans la Ligue de l'Est, l'orgue de rang est qui a entraîné le gladiateur. En entendant cette nouvelle, il semble que les espoirs d'Angelica de remporter le championnat s'évanouissent complètement. Rheanet mentionne alors que Rick est parti pour la région de Tonia, ce qui pousse l'humaine à se maudire de ne pas être surprise que le gars entreprenne tout simplement un aller-retour de 600 km à pied. Changeant de sujet,
Elle fait remarquer que l'elfe pourrait se sentir mal à l'aise que les gens la voient si souvent aux côtés de Rick, ce qui pourrait leur faire penser que les deux sont impliqués. Mais la servante ne s'en soucie guère, car elle nourrit une grande affection pour l'homme. Gênée par la réponse, Angelica fait semblant de ne pas s'en préoccuper. Soudain, le gérant de l'établissement apparaît, paniqué et désespéré car il n'a pas assez de travailleurs à temps partiel. Il supplie les deux dames de l'aider d'une manière plutôt inhabituelle, son front exprimant toute sa détresse. Pendant ce temps, Rick atteint sa destination et est approché par une figure étrange qui connaît son nom, c'est Snap Resurrect, le président du comité de gestion de la Ligue de l'Ouest. Snap a entendu parler de la course historique du gladiateur lors des éliminatoires et salue le compétiteur. À ce moment-là, un assistant informe le président qu'Angelica Diarmu n'est pas présente, ce qui pousse Snap à supposer qu'il n'y a rien à faire à ce sujet. Rick, intrigué par la relation de l'homme avec Angelica, demande des explications. Snap lui explique qu'ils sont assez proches, car malgré son statut de simple marchand, sa relation avec la maison Diarmu a toujours été très bonne. Comme la poignée de main de Snap est assez ferme, Rick déduit que l'homme a autrefois été pugilat. Snap confirme qu'il a effectivement concouru il y a 20 ans, mais qu'il n'a remporté qu'une petite compétition. Le sentiment d'accomplissement et le rugissement de la foule étaient gratifiants, mais il a été contraint de prendre sa retraite à l'âge de 23 ans, faisant de cette victoire à la fois sa première et sa dernière. Rick, intrigué par cette histoire, veut connaître la raison de cette retraite, mais Snap doit partir. Cependant, avant de monter dans sa calèche, il mentionne que sa compagnie a inscrit un compétiteur à cette compétition et demande à Rick de dire à Angelica de ne pas en faire trop dans le tournoi. Après cela, Rick entre dans le restaurant où Milicia exprime son inquiétude concernant le fait que l'homme ait parlé avec le propriétaire de la compagnie Dragonaut. Après tout, Snap Resurrect peut sembler être un gentleman, mais des rumeurs indiquent qu'il a des liens profonds avec le monde criminel. De plus, il est le principal sponsor de la compétition cette année. Rick mentionne que l'homme d'affaires a inscrit un compétiteur au tournoi, ce à quoi la fille bête explique que ce compétiteur est là pour remplir la place du sponsor, un poste réservé à l'entreprise qui finance la majeure partie de l'événement. Non loin de là, deux gars discutent du haut niveau des Bunny Girls cette année, en particulier de la nouvelle, une elfe noire. En parlant de cela, Angelica et Rhianette donnent tout pour jouer le rôle de Bunny Girls de l'événement. Enthousiaste, Diarmu remonte le moral de tout le monde en prenant les paris sur qui seront les 7 compétiteurs du tournoi du roi du pugilat. Un collègue remarque qu'Angelica est née pour ce travail, ce qui la frustre puisqu'elle le fait contre son gré. Rhianette intervient en disant qu'elle aurait aimé que l'humaine refuse l'invitation, mais Angelica ne peut se résoudre à dire non à un homme au front ensanglanté. Soudain, un homme ivre attrape le bras d'une bunny girl et la chasse, elle est son amie, avant de se diriger vers Angelica pour l'importuner. Pour aggraver les choses, il insulte la jeune fille en disant qu'elle n'a même pas une silhouette décente, ce qui pousse la foudre à le mettre à terre d'un coup de poing. Rick arrive à ce moment-là et demande ce qu'elle fait dans cette tenue, mais ensuite Rhianette apparaît également habillée en bunny girl, attirant l'attention de l'homme. Indignée, Angelica questionne pourquoi sa réaction est si différente tout en frappant l'homme ivre. Alors que la nuit tombe, Kelvin Wolwolf discute avec son maître de la victoire écrasante de Bron lors des éliminatoires de la Ligue de l'Est, où l'Orc a remporté ses 40 combats en seulement 2 jours, chacun par KO avec un seul coup. Malgré cela, Kelvin se souvient également que Rick avait réalisé une performance similaire, ce qui lui fait penser que le championnat de cette année sera très amusant pour lui. Il y a des années, le maître de Wolwolf suit un homme à travers les rues sales et en ruine d'une ville jusqu'à ce qu'ils atteignent la porte d'une structure. À l'intérieur, il voit la bête qui va devenir le célèbre champion du tournoi du roi des pugilats, empilant des hommes vaincus tout autour de l'endroit. Le maître demande s'ils sont en présence du loup vorace, ce que Kelvin confirme, tout en voulant savoir si le vieil homme fait partie d'un gang cherchant à régler ses comptes. Mais le maître a l'intention de recruter le combattant, l'invitant à Heractopia où il trouvera richesse et gloire. Face à une offre aussi irrésistible, Kelvin fait une expression que son maître n'a pas vue depuis longtemps, une expression qui est finalement répétée lorsque la bête découvre qu'il a 2 rivaux dignes dans la compétition. Le lendemain, Rick et Rhianette tentent de consoler Angelica après son passage en tant que bunny girl, mais rien de ce qu'ils disent ne semble apaiser la fureur de Diarmu. Rick mentionne alors qu'il a parlé avec Snap Resurrect la veille, mais Angelica fait semblant de ne pas savoir qui c'est. Plus tard, le groupe se rend au lieu où commence la prochaine phase, où un seul participant de chaque bloc se qualifie pour le tournoi final. Lors du premier combat du bloc A, Hélène Thomasson affronte Angelica Diarmu. Angelica démarre le match avec son fameux pas instantané, mais son adversaire avec ses réflexes aiguisés, esquive et contre-attaque. Dans la foule, Rick commente que Diarmu semble tendu, et Rhianette acquiesce. Malgré cela, avec beaucoup d'efforts, la jeune foudre parvient à vaincre Thomasson et avance à l'étape suivante. Lorsque c'est au tour de Rick, il utilise la 3e étape des 8 secrets pour se la couler douce. Au fil des heures, Rick et Angelica continuent d'avancer, maintenant la même intensité jusqu'à atteindre les tours suivants. Il ne reste alors plus que 4 combats, et aucun d'eux ne peut se permettre de perdre s'ils veulent accéder aux éliminatoires. Diarmu ne ralentit pas et encercle Tyler Blitz,
son prochain adversaire, avec sa vitesse bien connue, combinant son mur d'eau avec la flèche de foudre pour remporter ses combats. Mais cet adversaire échappe à la tactique indemne. Contre toute attente, le grand gars égale la vitesse de la foudre et la frappe d'un coup puissant, mettant fin au combat. Après la défaite, Angelica est soignée par une infirmière. En attendant la jeune fille à l'extérieur de la salle, Rick mentionne que la force défensive de son adversaire est immense, mais malgré cela, elle a insisté sur une stratégie qui l'a visiblement épuisée. Angelica perd patience et s'enfuit à travers la ville jusqu'à ce que Rick la convainque de parler calmement. Elle confesse alors que Snap Resurrect est son fiancé parce qu'il l'a aidé lorsque ses parents sont morts dans un accident il y a environ 1 an. Les enfants ont repris la gestion des terres des Diarmu, mais leur manque d'expérience a conduit la maison à de sérieux problèmes financiers. C'est alors que le grand-père avare de la famille intervient et conclut un accord avec Snap. Désireux de nouer des liens avec la noblesse, Snap offre une somme d'argent colossale en échange du mariage avec Angelica. Avec son esprit lent, Rick réalise enfin que la jeune fille est fiancée au lézard et en devient fou, tandis qu'elle ajoute qu'elle a enquêté sur l'homme en essayant d'annuler son engagement avec lui et a découvert qu'il allait devenir le principal sponsor de l'événement. Elle est sur le point de terminer sa pensée, mais une agitation provenant d'un bar attire leur attention. À l'intérieur, Tyler Bleeds tente d'aider une fille attaquée par un homme lézard, mais il est terrassé d'un seul coup. Après cela, le lézard tourne sa fureur contre la fille, exigeant quelque chose en retour pour avoir renversé sa bière. Angelica intervient contre le lézard, bien qu'elle craigne sa force. Juste au moment où la créature est sur le point de frapper l'humaine, Rick protège sa compagne. À cet instant, Snap apparaît et demande à Get, son compétiteur, de se retenir jusqu'au tournoi, ce que le pugiliste fait en fuyant le bar. Rick demande qui c'était, et Snap révèle qu'il s'agissait de Get Resurrect, son jeune frère, une brute qui s'emporte pour un rien. Comme personne ne peut supporter ce gars, il est devenu tellement arrogant. Cela dit, Snap montre qu'il est heureux qu'Angelica soit en sécurité, car le bien-être de sa future femme est son trésor le plus précieux. Alors que l'homme d'affaires s'éloigne, Rick interroge Angelica sur la connexion entre l'engagement et le fait que Snap soit le principal sponsor du tournoi. Angelica explique que la somme d'argent échangée pour l'engagement était si énorme qu'après avoir vérifié les actifs de la compagnie Dragono, elle a découvert qu'il n'avait presque rien, et que ce tournoi est la dernière chance de Snap pour récupérer sa fortune. En d'autres termes, l'événement est déjà truqué, et le lézard utilise la place du sponsor pour manipuler le résultat, ce qui explique pourquoi Angelica s'implique. Elle veut gagner le tournoi et ruiner la compagnie de son fiancé. Le problème, c'est que pour y parvenir, elle doit vaincre Get, ce qui semble impossible. Face à ce défi, Rick propose de former Angelica. Le lendemain, le duo ne perd pas de temps pour se mettre au travail, même si la tâche s'avère beaucoup plus difficile que ce que la jeune fille avait initialement imaginé. Angelica, avec des poids attachés sur tout son corps, chacun pesant 60 livres, reçoit le conseil de ne jamais désactiver son habilité de renforcement corporel si elle ne veut pas mourir. Elle exige une meilleure explication pour cette folie, mais Rick l'ignore et commence à courir, une corde attachée autour de leur taille. Il explique qu'en la tirant, il la force à courir plus vite et avec plus de force. Au milieu de tout cela, il commence à corriger ses premiers mouvements défectueux, lui apprenant que même si elle a de l'accélération, sa foulée n'est pas assez stable. Les cheveux tout ébouriffés, elle supplie Rick d'arrêter de courir, et il plaisante en disant que c'est la première fois qu'Angelica l'appelle par son prénom. N'ayant plus d'énergie pour commenter, la jeune fille le supplie d'arrêter, mais il insiste sur le fait qu'il est crucial de dépasser les limites que l'on croit avoir, la rassurant de ne pas s'inquiéter car il ne reste que 6 heures avant la fin de l'entraînement du jour. Des heures plus tard, elle s'effondre face contre terre, épuisée. Rick remarque que c'est ainsi que se déroule l'entraînement pour devenir chevalier de 2e classe, tandis qu'Angelica remercie Dieu d'avoir encore ses jambes. Rick se souvient d'avoir presque perdu connaissance lorsqu'il a suivi cet entraînement avec Rhéanette, mentionnant qu'il est mort 3 fois rien que le premier jour. En entendant cela, Angelica déclare fièrement qu'elle a survécu à son premier jour sans mourir, mais Rick rit en lui rappelant que ce n'est que l'heure du déjeuner. Le 5e jour d'entraînement, elle profitait de son déjeuner par un après-midi ensoleillé, convaincue qu'elle ne pourrait pas maintenir ce rythme jusqu'à la fin. Au moins, elle était dans un endroit isolé, savourant son repas où personne ne pouvait la déranger, pas même Rick. Mais juste au moment où elle pense cela, son professeur apparaît à la fenêtre, ayant cherché dans tout le royaume pour la trouver. Frustrée, Angelica se plaint qu'il s'est écoulé moins de 15 minutes depuis qu'elle a essayé de se cacher. Rick en profite pour prendre du thé tandis qu'Angelica lui demande quand il va arrêter de boire et commencer à la gronder pour s'être enfui. Mais Rick la surprend en expliquant qu'il comprend son désir de fuir. En fait, lui-même s'est enfui des dizaines de fois pendant ces 2 années d'entraînement épuisant, mourant des milliers de fois dans le processus. Dans l'un de ses souvenirs, Bron réalise que son élève est mort et emprunte un peu de mana à Aliceret pour ramener l'humain à la vie. Face à un Rick confus après être mort une fois de plus, Lork explique que le mage vampire lui a accordé le pouvoir de le ressusciter jusqu'à 2000 fois de plus, alors il est temps de continuer au même rythme. Avec ce souvenir en tête, Rick dit à Angelica qu'il s'est habitué à mourir.
Elle est surprise qu'il ait enduré cela pendant 2 ans, et la vérité pure est qu'il a essayé d'abandonner de nombreuses fois, mais Bron a toujours trouvé les mots justes pour l'encourager à peser sa souffrance actuelle contre le regret d'abandonner. Avec ces mots, Rick pouvait voir la scène profondément ancrée dans son cœur. Angelica en déduit qu'il a choisi d'endurer la souffrance actuelle, ce qui est vrai, tandis que Rick conclut que même s'il avait abandonné, son maître lui avait assuré qu'il le regarderait partir avec un sourire. Pour une raison quelconque, ces mots ont rendu tout plus facile à supporter. En entendant cela, Angelica confesse qu'elle déteste les coutumes de la noblesse, les tenues impeccables, les manières, le maquillage lourd, et les danses ridicules. Malgré l'apprentissage de toutes sortes de choses, elle a toujours détesté chaque partie de ces règles d'étiquette. C'est pourquoi elle a décidé de contribuer à la maison d'Yarmui en tant que combattante. Son rêve est de devenir la première chevalière de classe spéciale, donc elle croit que ses efforts actuels penchent également vers la souffrance présente. Avec sa motivation renouvelée, la célèbre étincelle se rappelle, grâce à son professeur, que son style de combat est une version modifiée de la technique de l'épée des chevaliers, la rendant plus puissante avec une épée en main. Comme les règles du tournoi exigent de se battre sans armes, Rick lui suggère d'apprendre une technique pour transformer sa propre main en une lame. Pour cela, il a fait appel à une instructrice spéciale, Rhéanette. Après l'entraînement intense de nuit, le tournoi bat son plein, menant au match final entre les leaders du bloc C, chacun avec 7 victoires et une défaite. Angelica d'Yarmui affronte Silver Elan, et seul le vainqueur avancera au prochain tour. Dans l'arène, face à son adversaire, Angelica tremble de fureur comme une bête en cage. Le duo de vieillards qui observent toujours les duels commente la situation étrange de d'Yarmui, croyant qu'elle est probablement désavantagée face à Silver. Cependant, dès que l'annonceur donne le signal de départ, d'Yarmui assène un coup de poing si puissant à son adversaire qu'il vole contre le mur avec une force indescriptible, mettant fin au combat sous le choc de tous les spectateurs présents. Depuis les gradins, Rhéanette remarque que l'entraînement a porté ses fruits, bien que Rick pense que la jeune fille a peut-être été un peu perturbée par tout ce qu'elle a traversé. À la taverne de la milice après la victoire, Angelica réfléchit au fait que, pour une raison inconnue, les regards des habitants la blessent, ce qui lui fait se demander si elle a fait quelque chose de mal pendant le tournoi. Rick lui répond que ce qui compte, c'est de gagner, tandis que Rhéanette la prévient que les gens pourraient avoir peur d'elle. Alice et Misette arrivent à la taverne, et l'elfe demande au nain elfique ce qu'il est advenu des rumeurs selon lesquelles l'un des 6 joyaux se trouverait dans l'Empire. Misette répond que cela n'a rien donné, car il n'y a pas une once de vérité dans ces rumeurs. Milicia vient servir les nouveaux venus et doit esquiver les flirts instantanés du nain elfique, jusqu'à ce que Brufstone arrive, guidé par son fidèle écuyer Gold. La chatte rougit à l'arrivée de l'orque, ce qui rend furieux Misette. Avec la table dressée pour un véritable festin, la sage bête annonce qu'il ne reste plus qu'à remporter le tournoi et à recevoir l'un des 6 joyaux. Alice aimerait beaucoup participer à l'événement, mais Rick calme l'enthousiasme du mage, craignant qu'elle ne dévaste toute l'arène. L'orque demande qui est l'humain à la table, et Angelica explique qu'elle a été formée par Rick et Rhéanette, bien que de nombreuses fois elle ait cru être torturée par les deux plutôt que d'être formée. Malgré cela, chaque membre du point de l'oricalque lui assure que les efforts de l'humain seront récompensés. Ainsi, le tournoi officiel du roi du pugilat commence enfin, où les duels sont annoncés après un tirage au sort. Dans le premier match, nous avons Herman Muller contre Get Resurrect, le compétiteur inscrit par le sponsor de l'événement, la société Dragonaut. Dans le deuxième match, Angelica d'Yarmui affronte Dougip. Lors du troisième affrontement, Rick Gladiator affronte Selina Kane, et Rick est soulagé de ne pas avoir à combattre son maître. En parlant de lui, le cinquième match sera entre Donny Fischer et Brufstone Ashrock. Dans le public, Gold demande à Milicia d'arrêter de regarder son maître avec ses yeux énamourés. Le quatrième et dernier match oppose Eddie Grace au champion en titre à 3 reprises, Kelvin Wallwolf, et le maître de la bête est convaincu que, peu importe qui il affronte, Wallwolf repartira avec la ceinture une fois de plus. Avec les duels du premier tour établis, Angelica informe Rick du plan de tricherie mis en place par l'organisation. La société Dragonaut a manipulé le tableau pour s'assurer que Get ne rencontre ni Kelvin ni Brufstone avant la finale, afin d'impressionner le public dès le début avec la force de leurs compétiteurs. Quand le tournoi atteint ses dernières étapes, avec les paris à leur apogée, Snap prévoit de faire un pari très astucieux. Si le lézard perd volontairement à ce moment-là, le patron empochera une fortune. C'est pourquoi ils ont donné à Get le chemin le plus facile, y compris en affrontant Angelica s'il passe le premier tour. Son plan est de déjouer les plans du sponsor en battant leurs compétiteurs lors du deuxième match. Rick demande ce que Angelica ferait si elle ne devait affronter le lézard qu'en finale, mais elle n'y a même pas réfléchi. Après que les duels soient divisés, Kelvin et son maître rencontrent Rick et Brufstone. Les membres du point de l'oricalque déclarent avec confiance qu'ils ramèneront la ceinture chez eux et, par conséquent, le joyau qu'ils sont venus chercher. Impassible, le maître de Wolf se rappelle quand son élève était plus jeune. À l'époque, son académie n'avait réussi à placer qu'un seul compétiteur en 4e place lors du tournoi. Il a donc mis son nouveau combattant face à un pugiliste nommé Galon. Lors de cette occasion,
Kelvin a pris une raclée, mais le goût de la défaite l'a poussé à s'entraîner jusqu'à atteindre son apogée physique. L'homme bête s'est fait un nom à Heractopia en remportant 3 tournois. 6 ans se sont écoulés depuis, et maintenant le pugiliste fait face au plus grand défi de sa vie. Bientôt, le premier tour commence où Get Resurrect affronte Hermann Müller. L'humain assène plusieurs coups au monstre, qui ne ressent rien en raison de sa résistance supérieure à la moyenne. Après avoir manqué une frappe, Get entend même une provocation de son adversaire. Mais dès qu'Hermann attaque à nouveau, le lézard géant lui assène un coup au visage, le mettant KO en un seul coup. Rick trouve cela très étrange, car même si Get est fort, ses mouvements sont maladroits. Peu importe, Angelica lui rappelle que le but du combat, impressionner les parieurs, a été atteint. Ensuite, elle entre dans l'arène et achève Silver et Lan, tandis que Rick et Bron avancent également sans transpirer. Il est maintenant temps pour le dernier match du premier tour avec Eddie Gress contre le champion actuel. Le point Auricalque observe le combat de près pour comprendre l'étendue de la force de Kelvin, qui est démontrée dès le premier coup. Rick note que Wolf a anticipé le mouvement de son adversaire, et Brewston ajoute que l'excellent sens de l'odorat d'un homme-chien lui confère cette capacité connue sous le nom du flair du futur. Malgré les louanges pour le pugiliste, le champion en titre reçoit un coup dur dans le combat, ce que Rheanet affirme être intentionnel. Après avoir encaissé le coup, Kelvin se relève et met son rival KO, ce qui permet au public de se détendre après avoir été sur des charbons ardents en voyant leur combattant favori en difficulté. À sa surprise, Rick entend l'un des collègues du champion commenter qu'il est trop irrégulier. Le lendemain, le deuxième tour commence, et le public se divise entre ceux qui parient sur Kelvin ou Wolf, et ceux qui soutiennent Get Resurrect. Snap s'approche de Rick et se présente formellement à ses compagnons, ce qui pousse Alice à commenter que le lézard en fait trop avec toute cette mise en scène, ce qui embarrasse le businessman. Misette explique que les adultes doivent toujours faire semblant d'être des adultes, et la vampire découvre que la vie pour ceux qui ne sont plus des enfants peut être assez dure. Rick demande pourquoi Snap n'est pas dans les sièges VIP, et il explique qu'il veut voir de près le combat entre sa fiancée et son plus jeune concurrent. D'ailleurs, les deux se rencontrent avant le match, et Get mentionne que son frère lui a demandé de ne pas abîmer le visage de sa future épouse. Angelica est impatiente de montrer les résultats de son entraînement, tandis que le lézard se moque d'avoir seulement dépensé l'argent de son père en futilité tout en étant toujours plus fort que son adversaire. Puisqu'il en parle, Angelica affirme qu'il est impossible que Get ait un tel physique sans s'entraîner, et il élude en répondant que parfois, on l'appelle prodige. Quoi qu'il en soit, il promet de ne pas l'écraser pour qu'elle puisse encore porter les enfants de Snap plus tard. Offensée par cette insulte, Angelica jure de l'écraser. Le combat entre les deux commence, et Angelica entame avec un coup de pied volant dans le torse de Get, mais il ne ressent pas l'impact. Cependant, contrairement à Hermann, la chevalière Dyrmui a la vitesse nécessaire pour éviter de se faire frapper. Comme elle le soupçonnait, ses attaques physiques ne fonctionnent pas contre le plus jeune des Resurrect, alors elle annule sa magie d'amélioration, laissant le public complètement stupéfait. Ensuite, elle utilise le flux magique inverse, avance avec un pas instantané, et termine avec une nouvelle technique qu'elle a apprise, la coupe du fil, où sa main simule une épée et tranche le ventre de Get. Rick encourage son élève tandis que Rheanet explique qu'il s'agit de l'une des techniques secrètes pour le contrôle du corps. Lorsqu'elle l'a démontré sur une pierre pendant l'entraînement, l'elfe a fait croire à l'humaine qu'elle ne pourrait jamais y parvenir. Mais en même temps, son désir d'apprendre était si fort qu'elle a décidé de mettre de côté ses insécurités et de se consacrer aux instructions, déterminée à maîtriser le mouvement correct. Non seulement cela, mais elle a également inventé sa propre méthode basée sur l'enseignement, combinant le flux magique avec la réflexion inverse. Malgré cela, elle se souvient que cette technique libère l'énergie stockée dans le corps en une courte rafale, plus puissante que d'habitude. Cependant, Rick souligne que l'entraînement surréel qu'elle a suivi a préparé son corps à résister à cet impact. Enfin, Rheanet conclut que personne ne peut utiliser la coupe-fil comme le fait Angelica, car elle combine son pas instantané avec le mouvement. À ce propos, le noble Dyrmui répète la stratégie qui avait fonctionné auparavant et charge à nouveau son adversaire avec cette capacité, créant une autre entaille sur son abdomen, ce qui ne fait qu'attiser sa rage. En réponse, le reptile frappe le sol, soulevant un nuage de poussière qui obstrue la vision de son rival. Il tente ensuite de la surprendre, mais Angelica est plus rapide et esquive avant d'être touchée. Après cela, elle revient à la même tactique et tranche à nouveau le torse de Get. À ce stade, Snap fait remarquer à quel point cette technique est intéressante, mais il ne semble pas trop préoccupé par l'état physique de son combattant dans l'arène. Get, ayant grandi fatigué de se retenir, réagit en soulevant à nouveau de la poussière. Avec cela, il assène un coup puissant à la femme de son frère, la plaquant contre le mur. Il s'excuse même auprès de Snap pour être allé trop loin, mais admet qu'il n'a pas pu résister à une proie aussi divertissante et a décidé de gérer les choses à sa manière. Quoi qu'il en soit, Snap sait que le jeune homme peut parfois être un peu colérique. Cependant, Angelica revient après l'impact violent et lui assure que le coup qu'elle a subi n'était pas significatif. Pour prouver qu'elle est toujours dans le combat, elle reprend sa stratégie d'utiliser la coupe-fil, mais cette fois, Get la frappe avec sa queue sans effort.
Angelica Diarmu insiste sur la technique, alors Get perd patience et révèle qu'il a appris à reproduire le pas instantané de son adversaire après l'avoir observé tant de fois. Voyant son adversaire courir à la même vitesse qu'elle, Angelica a du mal à croire ce qui se passe, mais il n'y a pas de temps pour réfléchir à la situation car Get est passé complètement à l'offensive et assène un autre coup, la projetant contre le mur avec une grande force. Non seulement cela, mais le monstre la nargue en remarquant qu'il n'y a rien de mieux que d'écraser un morceau médiocre de déchet jusqu'à l'humiliation complète. Rick commence à s'inquiéter pour son élève, tandis que Snap commente que la force de son frère est vraiment extraordinaire. Il le sait depuis qu'il a rencontré Get, à l'époque où il était encore un boxeur célèbre. À ce moment-là, le plus jeune avait été adopté à l'âge de 8 ans et s'entraînait déjà avec son frère aîné lors de sessions de combat en tête-à-tête. Lors de leur premier combat, Get a frappé Snap si fort que le pauvre homme pouvait à peine se tenir debout, ce qui l'a conduit à prendre sa retraite. Après tout, Get est un prodige parfait, né avec tous les talents nécessaires pour le combat. En parlant de cela, le monstre reprend ses railleries envers l'humaine dans l'arène, disant que toutes ces années d'entraînement se sont avérées inutiles et qu'elle doit haïr ses parents de ne lui avoir transmis aucun talent. Profitant du fait qu'il a mentionné les parents de la fille, il se rappelle qu'ils sont tous deux morts et conclut en disant que des parents poubelles produisent des enfants poubelles. Snap commente à Rick qu'Angelica soupçonne probablement que les combats sont truqués, mais il ne voit pas la nécessité de recourir à de telles manigances. En réalité, ce que l'homme d'affaires a fait, c'est parier une grosse somme sur son frère, car c'est un combattant inconnu sur lequel personne d'autre n'a misé. En d'autres termes, c'est ainsi que Snap va faire un gros profit en étant pratiquement le seul à avoir parié sur Get. Pendant ce temps, le dragon rouge bat la femme dans l'arène et la foule commence à désapprouver les scènes qui se déroulent dans le match. Rick imagine que Diarmu est à sa limite, mais elle n'a aucune intention d'abandonner. Au contraire, même si elle ne peut plus se tenir debout, elle le rassure qu'elle ne va pas perdre. Désormais, la motivation de Get est de briser l'esprit combatif de son adversaire et d'en savourer la défaite. Il soulève la jeune fille par les cheveux et a l'intention de montrer à tout le monde que même les boxeurs les plus dévoués ne peuvent pas vaincre un prodige. En même temps, Angelica se bat intérieurement pour maintenir son espoir, car son équilibre mental est encore incliné vers le sacrifice nécessaire. Avec cela en tête, elle essaie de frapper l'ennemi, mais elle est si faible qu'elle ne peut que lever son poing sans même le toucher. En réponse, Get la jette contre le mur et, pour la première fois, révèle ses griffes avec l'intention de tuer son adversaire. Rick se lève et crie que le combat est terminé, mais le lézard se précipite vers la noble femme avec toute sa fureur. Juste au moment où il est sur le point de frapper Angelica avec ses crocs, un objet est lancé sur son bras, détournant son attaque. L'annonceur déclare alors le combat terminé. Get regarde la chaussure jetée sur son bras et se demande qui a eu l'audace de faire cela. Lorsqu'il regarde la foule, Rick est debout là, avec une chaussure en moins et une rage émanant de son corps. Sans réfléchir à deux fois, Rick se dirige vers l'accès de l'arène pour récupérer sa chaussure, mais Get anticipe la rencontre en commentant que le grand gars prépare quelque chose. Comme Rick ne répond pas, le lézard essaie de le frapper, mais l'homme esquive sans effort tout en remettant sa chaussure. Ensuite, Rick dit au monstre d'attendre, car ce qu'il attend est bien mérité. Get frappe le mur avec excitation, impatient pour ce duel, tandis que le protagoniste descend dans l'arène et remporte facilement son combat d'un seul coup. La première chose qu'il fait après sa victoire est de chercher le médecin responsable du traitement d'Angelica Diarmu. En demandant des nouvelles de son état, Rick apprend qu'elle a subi des dommages importants lors de son combat contre Get, ce qui signifie que sa récupération prendra du temps. Cependant, elle n'est pas en danger de mort. En entendant cela, Rick réfléchit à quel point il doit être frustrant de suivre un entraînement aussi intense dans la poursuite d'un rêve, pour être éliminé de cette manière. Rien que d'y penser, Rick tremble de rage. Pendant ce temps, Bron avance également sans problème jusqu'au prochain tour. Plus tard, Kelvin, alias le loup, affronte Mylène, une boxeuse connue pour ses coups de pied ultra rapides. Lors d'un moment de distraction, l'homme bête reçoit un autre coup et manque de perdre l'équilibre, mais juste au moment où Mylène prend confiance dans le combat, il écrase sa tête dans le sable, mettant fin à la bataille. Même avec cette victoire facile, son maître sait qu'il n'est pas en pleine forme. Quoi qu'il en soit, il ne reste plus que 4 combattants pour se disputer la ceinture de champion demain. Le lendemain, Rick s'entraîne tôt le matin et rencontre Angelica dans une partie de l'arène. Elle s'excuse d'avoir gaspillé son temps à entraîner quelqu'un sans talent. Maintenant qu'elle a perdu, elle a l'impression d'avoir rejeté son rôle de noble pour rien. Elle commence même à envisager que se marier avec Snap pourrait ne pas être si mal, car il pourrait bien la traiter et elle n'aurait plus besoin de travailler. Cependant, Rick estime qu'il lui doit des excuses pour ne pas avoir reconnu la véritable force de Get Resurrect. À ce propos, il lui demande de bien observer le combat à venir entre eux. Ainsi, le membre du point d'Orichalque affronte Get lors de la première demi-finale. La première chose que le monstre fait est d'exprimer une préoccupation moqueuse pour son dernier adversaire, étant donné ce qu'il lui a fait. Ou plutôt, il dit qu'il devrait s'excuser de ne pas avoir tué Angelica, car maintenant, elle est obligée de vivre sa vie misérable au lieu d'en être épargnée.
Rick ne cache pas sa colère face à cette provocation et frappe son adversaire arrogant au visage, qui pensait que rien ne se passerait. Surpris et furieux, Get essaie de riposter, mais se fait frapper à nouveau, crachant du sang. Angelica est stupéfaite que les coups de Rick puissent causer autant de dégâts au corps résistant de Get. Misette explique alors que Rick utilise l'attaque pénétrante, une technique qui cible l'intérieur du corps, et non l'extérieur. Get ne se rend pas et utilise une capacité de dragon, la force dragonique, qui augmente considérablement sa force et sa vitesse. Voyant l'adversaire de Rick parader dans le ring après avoir conjuré cette technique, Bron note que cela consomme probablement beaucoup d'énergie magique, et Snap ajoute que son frère n'a jamais entraîné sa capacité magique. Rick réagit avec une autre attaque pénétrante, mais cette fois, Get est recouvert de l'armure corporelle de fer et ne subit aucun dégât après avoir utilisé la force dragonique. L'homme dragon semble prendre un avantage significatif dans le duel, alors il commence à asséner une série de coups à l'humain. Snap commente à Bron que le résultat de ce combat était déjà assez évident, mais l'orque n'est pas d'accord, car pour Rick, la manière dont on perçoit le combat n'a pas d'importance. Pendant ce temps, Get devient essoufflé à force de frapper son adversaire, mais Rick n'a pas versé une goutte de sang, ayant activé la capacité des coups fluides, une technique de contrôle du corps qui disperse les attaques reçues à travers tout le corps. Essentiellement, l'homme n'a presque pas subi de dommages. Get accuse son rival de se retenir exprès, et Rick admet qu'il a limité ses capacités physiques pour correspondre au niveau d'Angelica et combattre avec cela en tête. Bron ajoute que gagner ce match n'est pas la seule chose qui compte pour Rick, il veut aussi montrer à Angelica son potentiel. Rick tente d'avertir Get de calmer toute cette colère, car il arrivera un moment où l'homme dragon souffrira de s'être poussé trop loin. Mais Get n'a aucune intention de perdre ce combat, alors il réactive son armure corporelle de fer et superpose la capacité du point fort avec le pas instantané, se transformant en une véritable machine de guerre. Il lance une attaque décisive sur son ennemi, mais la force du membre du point d'Orichalque est si impressionnante qu'il brise toutes les capacités de l'homme dragon avec juste une autre attaque pénétrante. De plus, Get, épuisé, se retrouve vulnérable. Rick souligne que son adversaire ne s'est jamais poussé jusqu'à l'épuisement, donc il ne sait pas comment gérer la fatigue. Selon lui, la force qu'une personne acquiert après avoir atteint l'épuisement est sa véritable puissance. Lassé de la leçon, Get reprend son assaut, mais Rick contrôle désormais totalement la situation. De plus, il jette à la figure de Get qu'il dépend entièrement de son talent inné, mais qu'il n'est qu'un prodige de niveau 1, tandis que les véritables prodiges utilisent leur force naturelle pour se développer à des niveaux énormes grâce au travail acharné. Rick, par exemple, connaît des prodiges qui atteignent le niveau 1000, des combattants capables de vaincre Get d'un seul coup. Furieux de cette remarque, Get recourt à la magie de renforcement la plus puissante des hommes dragons, récurrence dragonique. Grâce à cela, les attaques de Rick n'ont plus aucun effet, et il réalise qu'Angelica n'aurait vraiment pas pu battre Get à ce niveau. Pourtant, il insiste sur le fait que cela ne signifie pas qu'elle ne devrait pas s'entraîner intensément, car parfois, une jeune fille devra affronter un homme imposant dans la vie et n'aura pas l'opportunité de fuir. Cela dit, Rick se déplace à une vitesse incalculable à travers l'arène en utilisant le pas instantané comme référence, ce qui fait réaliser à Angelica que ce serait le résultat de sa capacité spéciale si elle continue à s'entraîner intensément. Selon lui, le simple travail acharné pourrait ne pas suffire à surmonter la différence de capacités innées, mais il faut une certaine folie pour maintenir des efforts extraordinaires. Angelica comprend de plus en plus cela, réaffirmant de quel côté de la balance elle penche. Get, alors, soulève une tempête de sable pour limiter la vision de son adversaire sur le champ de bataille. Rick utilise alors le coup de fil, bien qu'il doute que cela fonctionne, car il ne sait pas comment exécuter correctement la technique. Mais lorsque la poussière se dissipe, Get resurrecte est gravement blessé, mettant ainsi fin au combat. La foule devient folle devant l'incroyable performance de l'homme qui en est venu à être connu sous le nom de l'homme âgé en public, tandis qu'Angelica s'assure de remercier le maître pour le goût de douce vengeance qu'il a pu lui offrir, sans oublier le fait que ce type a mis hors jeu le boxeur de Snap. Cela dit, l'animateur appelle à des applaudissements pour le gagnant qui ressent avec enthousiasme l'amour du public. Quant à Snap, Rhéanette remarque qu'il semble étrangement calme, et le businessman admet que ce coup sévère était moins douloureux qu'il ne l'avait anticipé. Après tout, il était bon pour lui de voir son frère apprendre une leçon importante de cette défaite, lui qui avait mis fin à sa carrière en se croyant invincible en raison de son talent monstrueux. Alice commente qu'il parle encore de choses difficiles, et Misette intervient pour enseigner encore une fois que ce sont là les types de choses avec lesquelles les adultes doivent composer tout le temps. Pendant ce temps, se préparant à entrer dans le ring, Kelvin Wolwolf ne pourrait pas se sentir mieux. Son patron laisse entendre que l'homme bête est un excellent boxeur et le combattant plaisante en disant que le vieil homme a dû manger quelque chose de mauvais pour être si sentimental, mais ce n'est pas du tout ça. L'humain veut simplement que son protégé donne tout ce qu'il a, ce que Kelvin a l'intention de faire maintenant que l'animateur l'appelle à se battre. Ainsi, le deuxième match des demi-finales est annoncé, où l'orque qui a mis tous ses adversaires hors de combat d'un seul coup, Bron, affrontera le champion 3 fois vainqueur et favori du public, Kelvin Wolwolf.
Angelica est surprise par la quantité d'applaudissements que l'homme bête reçoit, mais Rick n'attendait rien de moins du plus grand champion de tous les temps. Bien que confiant, Wolf n'est pas stupide et sait qu'il affronte un adversaire unique en son genre. En observant le géant orc, le loup vorace ne voit pas une figure humanoïde mais plutôt un mur infranchissable devant lui. Avec sa vitesse irréelle, Kelvin avance et teste la défense de l'orc, enchaînant les coups qui ne chatouillent même pas Bron. D'un autre côté, s'il avait été touché par le coup de Bron, le sage homme bête serait certainement mort. Alors, ce qui est le plus inattendu se produit, Get Resurrect, comme son nom l'indique, se relève des cendres, ses yeux brillant d'un rouge intense et son corps paraissant plus imposant que jamais. De plus, l'homme dragon semble consumé par la folie alors qu'il saute dans la foule, soulevant de la poussière avec une série de frappes. Snap sait que c'est l'effet dévastateur du sang de dragon de son frère et se prépare au pire. Kelvin, voulant continuer son combat, appelle le dragon pour avoir perturbé le match. Sans hésiter, Get charge l'homme bête mais est inattendument arrêté et reçoit un coup au ventre qui ne manquera pas de lui faire mal. Wolf met fin à l'homme dragon d'un seul coup, au grand étonnement de Rick, Angelica et Rhiannet qui imaginent maintenant que ce boxeur doit être un rang S, c'est sûr. Indépendamment de l'événement, l'animateur a annoncé que les demi-finales sont reportées à demain en raison du chaos causé parmi le public, les blessés devant être prioritaires. Kelvin regrette d'être au sommet de sa forme en ce moment, mais il accepte la décision avec sérénité. Bron voit de l'incertitude dans les points de son adversaire et ses mots frappent durement le champion en titre. Plus tard, l'équipe du point de l'Oricalque se réunit au QG habituel, la taverne Militia, à l'exception de Rick qui est allé faire son jogging jusqu'au territoire de Claristy, un aller-retour de 700 km. En parlant du loup, le coureur vient d'arriver aux frontières du royaume, où une montagne lui rappelle les courbes de Rhiannet. Là, il trouve Kelvin, qui s'entraînait paisiblement dans son coin jusqu'à ce qu'il soit approché par l'humain. Rick demande si le gars n'est pas inquiet de surmener son corps avant le match de demain, mais il semble que l'homme bête est plus intéressé par l'utilisation de Rick comme partenaire d'entraînement jusqu'aux demi-finales. Sans plus tarder, il appelle le vieil homme à un combat et Rick répond par un coup de poing foudroyant que l'adversaire réussit à bloquer. Puisque Kelvin a bloqué un coup aussi rapide, Rick veut savoir pourquoi il a pris ce coup pendant le tournoi. Il devine que l'homme bête a dû avoir le nez bouché et ne pouvait pas sentir les mouvements de l'adversaire, mais la vérité est beaucoup plus sévère. Kelvin explique qu'il a grandi dans les bidonvilles et que se battre était son passe-temps préféré, mais il est arrivé un moment où il battait tout le monde sans pitié et le frisson du combat a perdu son charme. Après son arrivée à Eractopia, les choses étaient bonnes au début, mais après être devenu champion invaincu pour la deuxième fois, battant tous ses adversaires d'un seul coup en moins d'une minute, il a réalisé que même les tournois officiels pouvaient devenir ennuyeux, car ils ne représentaient pas un vrai défi pour le loup vorace des bidonvilles. La seule chose qui attirait son attention était la satisfaction de son patron qui souriait jusqu'aux oreilles avec la performance du boxeur. Un jour, il entendit son patron parler à un employé de gymnase qui pensait que le fait que les combats se terminent si facilement finirait par ruiner leur entreprise, car personne n'était prêt à payer pour regarder un match avec un résultat prévisible. Des mois plus tard, la veille de la finale du 3e tournoi auquel il participait, Kelvin réfléchit à ce qu'il devrait faire pour éviter de conduire son maître à la faillite. Il envisagea de trouver un terrain d'entente pour rendre les combats plus excitants. Le premier coup qui arriva vers lui était extrêmement lent à sa perception, mais il décida malgré tout de le prendre et de feindre d'être vaincu pour le spectacle. Dans les tournois suivants, il continua à utiliser cette stratégie d'ajustement de sa force pour le divertissement des autres, mais la réalité est qu'il n'éprouvait plus aucun désir de se battre. Après avoir entendu toute l'histoire, Rick peut comprendre le point de vue du gars, mais le prévient que les choses seront différentes demain. Wolf n'y croit pas vraiment, et Rick est loin d'essayer de convaincre l'homme de quoi que ce soit, il part donc sans rien ajouter de plus. Le lendemain, un sort de défense est déclenché pour protéger le public, garantissant la sécurité de la foule. Face à Bron une fois de plus, Kelvin charge au signal de départ, augmentant les enjeux en attaquant avec le croc tourbillon, faisant tourner son bras à grande vitesse pour amplifier la puissance de son coup. Bron bloque l'attaque avec aisance, bien que légèrement moins qu'auparavant. Maintenant, l'orc commence à esquiver les coups au lieu de risquer d'exposer sa garde et contre-attaque avec ses poings, forçant l'homme bête à rester vigilant sous peine de se faire aplatir. Après une brève pause dans l'action, Bron a analysé le style de combat de son adversaire et a déduit qu'il retient intentionnellement quelque chose. Wolf admet le faire, bien qu'il sente qu'il pourrait devoir abandonner cette approche contre l'orc. Quoi qu'il en soit, il reconnaît que c'est honteux pour un champion de tromper le public de cette manière, mais Bron voit les choses différemment. Le boxeur privilégie les spectateurs, ce que devrait faire un véritable professionnel, même s'il est regrettable que l'orc ne puisse pas se battre à fond contre Kelvin pour équilibrer le match. Bron décide de combattre en utilisant seulement 2 doigts et sans bouger d'un seul pas. Une fois cela décidé, Kelvin charge à nouveau avec le croc tourbillon, mais cette fois, son adversaire bloque l'attaque avec seulement son index et son majeur avant de porter un coup puissant au boxeur. Kelvin parvient à éviter le deuxième coup qui aurait probablement été beaucoup pire. Alors qu'il entend la foule scander son nom,
il ressent à nouveau une montée d'excitation pour la boxe dans ses veines. Après tout, ce n'était pas n'importe quel rival, et c'était peut-être sa chance de tester tout ce qu'il avait retenu pour égaliser le terrain dans ses combats précédents. Soudain, son patron crie le nom de Wolf, l'accusant de simuler le combat. Le rêve du businessman est de former le boxeur le plus fort de l'histoire, donc Wolf ne devrait pas retenir ses coups. Ces mots ont donné au combattant le coup de pouce dont il avait besoin pour abandonner son plan de sauver le gymnase. Maintenant, avec l'approbation de son patron, le nouvel objectif est de montrer tout ce qu'il a. Kelvin délivre un coup dévastateur qui force Bron à se défendre avec toute sa main. Selon l'orque, il ajuste simplement sa force pour le blocage, rien de plus. À partir de là, Kelvin se donne à fond mais finit par être acculé, contraint d'utiliser sa technique du corps de fer pour éviter d'être écrasé contre le mur. Cette technique impressionnante laisse le public avec des sentiments partagés. Aussi incroyable que le combat soit avec la foule assistant à quelque chose de sans précédent, cela a également donné l'impression que Kelvin avait trompé tout le monde en retenant ses coups lors des combats précédents. À ce stade, l'homme bête se moquait de ce que les gens pensaient, il déchaîna donc un sort de cinquième nature, la vague de flammes. Bien que les hommes bêtes ne soient pas connus pour leur habileté magique, Wolf avait développé ses capacités à un niveau sans précédent, le mettant sur un pied d'égalité avec les mentors de Rick, selon Rick lui-même. Après avoir vu son adversaire défendre contre les flammes avec une roche, Kelvin attaqua avec le pas instantané et le point fort, puis invoqua un sort de septième nature, la cordillère forestière. Mais le boxeur ne s'arrêta pas là. Dans une tentative de soumettre Bron, il commença à préparer un sort de huitième nature, laissant le public complètement stupéfait alors que l'arène tremblait. En fin de compte, Kelvin lança l'alarme de l'ange dans le ciel, faisant craindre à Rick pour la sécurité de tout le monde, sachant que cela forcerait son maître à se montrer sérieux avec l'homme bête. En réponse, le sage bestiaire lança un coup sur cette énorme masse d'énergie, déchirant la couche d'ozone et transformant l'alarme de l'ange en pleurnicheuse, car tout ce qui restait du gigantesque sort était de la poussière. Avec cela, Bron donna le signal d'approbation en quart, un geste typique des orques pour déclarer que les choses venaient de devenir sérieuses et que l'endroit où se déroulait le combat deviendrait une terre de non-droit où tout est permis. Pour la première fois, Kelvin ressentit une véritable terreur qui lui parcourut l'échine. Après avoir esquivé un coup, il fut projeté en arrière par le vent généré par le coup, manquant de trébucher et à bout de souffle. Tout ce que le loup vorace pouvait faire était de reculer en lançant une série de sorts qui ne firent même pas cligner l'œil de son adversaire. Évidemment, après avoir utilisé la mana comme de l'eau, Kelvin était complètement épuisé et vulnérable. Un coup dans son ventre laissa ses organes internes et ses os sentir comme un mélange grillé. Il aurait été plus facile d'abandonner, mais l'homme avait attendu si longtemps un rival digne qu'il décida de se relever une dernière fois. Utilisant le reste de son énergie, il se lança dans une bataille acharnée, mais son endurance s'épuisa en quelques instants, laissant le loup vorace des bidonvilles vidé avant même le sage bestiaire. Cependant, la foule poussa Kelvin à continuer de se battre, l'encourageant même après avoir réalisé qu'il les avait trompés tout au long. Cela montra clairement que le combattant n'avait pas perdu l'amour du public, et cela lui donna un second souffle suffisant pour prolonger le match. Sans magie ni force restante, Kelvin puisa profondément dans son esprit pour lancer un dernier coup qui déciderait de l'issue du combat une bonne fois pour toutes, fusionnant le pas instantané, le point fort, le croc tourbillon et l'épée de flamme. Après cela, Bron applaudit silencieusement les efforts de l'homme bête dans son esprit, trop paresseux pour utiliser ses mains. Ayant vu son coup le plus puissant absorbé sans effort, Wolf sourit et admit que cette journée avait été la plus amusante de sa vie. En l'honneur d'un combat aussi magnifique, l'orque offrit à son adversaire tout le respect qu'il méritait en lui infligeant un coup si puissant qu'il fit perdre connaissance à l'homme bête. Malgré tout, le maître de Kelvin considérait toujours son élève comme le plus grand boxeur de l'histoire.